Bonsoir, bonsoir Ringado, bonsoir à vous madame, messieurs. Nous sommes évidemment le 19 octobre 2021. Carte sur table, 21h, 23h, c'est donc parti pour 2 heures, 4 panélistes, 2 thèmes. Nous allons évidemment nous inspirer de l'actualité très récente pour essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. D'abord s'agissant de la présence ou des jeux politiques sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. On l'a pu observer depuis notamment la présidentielle d'octobre 2018, la plupart des candidats, sinon tous, à cette élection-là, ont envahi la toile Facebook avec des comptes Twitter et bien d'autres, Instagram, pour, je veux dire, sensibiliser le maximum de citoyens, donc des électeurs, en leur faveur. Cela dit, depuis ce moment, donc, la toile, ça va plus ou moins dans tous les sens, c'est devenu un véritable champ de bataille. C'est du moins ce qui nous a inspiré le premier thème de ce soir, bataille politique, quand les réseaux sociaux s'en mêlent. Mais bien derrière, on reparlera d'un fait encore plus récent, cette fois-là, qui va nous amener du côté de la région du Sud, quoique nous sommes bien installés ici à Douala, où se situe le siège de STV, sous la coordination de Jacques Famdongo, ministre par ailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Élite du Sud, une rencontre s'est donc déroulée, c'était vendredi dernier dans la ville des Boulevards, rencontre des fils et des filles de cette région. Il s'agissait pour ces personnalités-là et tous ceux qui sont allés y participer de discuter en toute franchise sur la situation des événements qui ont frappé récemment leur localité. On se rappelle que par endroits on a vu des routes qui ont été coupées, des populations de certains villages et régions du Sud qui demandent eau, électricité, route, bref, un certain nombre d'infrastructures de base pour améliorer leurs conditions de vie. On va donc en débattre ce soir pour essayer de comprendre et qui sait peut-être en dégager des propositions afin que les décideurs s'en inspirent. Le docteur Patrick Refou est déjà sur ce plateau. Bonsoir donc. Bonsoir Dipita, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs nombreux devant leur petit écran. Communicant du RDPC, je dis également bonsoir à Maître Roland Djehou. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Carte sur table que je retrouve avec un grand plaisir. Ah ça, merci. Je dois signaler que Carte sur table est dans mon histoire personnelle une émission assez particulière parce que c'est celle sur laquelle j'ai fait mes premiers pas à la télé. Et nous en sommes honorés au regard de la pertinence ou de la contribution évidemment que vous apportez au débat public, au débat citoyen, au débat politique. C'est moi qui suis honoré, M. Dipita. Et nous encore plus parce que vous avez fait cet honneur à l'époque. Auréole Tchoumi, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tout le monde. Merci infiniment d'être là. Vous êtes nouvellement Sénacom, secrétaire de la communication de l'AFP, donc c'est une première pour vous également. Oui, on peut dire que Carte sur table est le rendez-vous des premières dans ce cas-là. C'est vrai que quand, étant au MRC, j'ai été coopté à la coordination de la communication dans le littoral. C'est Carte sur table qui m'a également reçu comme premier média. Voilà. Donc aujourd'hui, à l'AFP, c'est encore Carte sur table. Donc voilà. Mais faites-moi comme M. Djehou, à un moment, son argent devient tellement compliqué que on le voit à cet hebdo, et puis souvent ailleurs, et puis sur Carte sur table. Non, la différence, c'est que maître est avocat. Ah, voilà, il avait l'excuse. Merci, hein, merci d'être là. On se l'a dit, vous êtes donc le secrétaire national de la communication de l'AFP, le parti que dirige désormais Sambaka, Cyril. Merci d'être là ce soir. Et puis enfin, le docteur Ambroise Ulizor-Somba, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, s'ils en ont gré. Je passe le salut aux autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent. Comme Patrick Refou, vous êtes par ailleurs, lui, enseignant d'université, mais c'est davantage l'enseignant qu'on a là ce soir. Patrick, c'est le militant. Non, nous sommes dans la même maison, mais des chambres différentes. Voilà. Je pense qu'il faudra attendre de voir les interventions. Non, les arguments ne décident pas forcément de la tenue ou de... Ben, cela dit, je vous invite à suivre le débat. C'est juste derrière la première transition. On va parler d'abord de ces batailles politiques sur les réseaux sociaux. Voilà donc qui est planté le décor. Messieurs, je veux dire, bon, j'ai mis un jet tout à l'heure. Hein, on a essayé de situer cette effervescence dans le débat public sur les réseaux sociaux à partir des élections de 2018. On voit comment... Mais historiquement... Docteur Ambroise Ulizor-Somba, je commence peut-être par vous.
c'était peut-être le point d'ancrage des élections de 2018. Mais la présence des hommes politiques, quand même, remonte un peu plus en avant sur les réseaux sociaux. Oui, bien entendu, le point saillant est quand même marqué à partir de 2018, où nous assistons à l'élection présidentielle du 7 octobre. Vous savez, l'élection dans un pays est un très grand moment. C'est-à-dire que quand nous parlons des élections, nous essayons de voir les finalités qui sont greffées tout autour. Vous savez qu'une élection permet de conférer le suffrage, une élection permet d'assurer la rotation des élites ou des hommes ou des citoyens à la tête des institutions de l'État. Et une élection également permet aussi, on l'oublie très souvent, de le signaler avec force, une élection permet également de sanctionner les dirigeants si tant il est avéré que ceux-ci n'ont pas rempli soit les cahiers de charges ou n'ont pas respecté les promesses dues lors de la campagne électorale. Alors, on se rend bien compte aujourd'hui que avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, axées beaucoup plus sur les réseaux sociaux, le phénomène a pris de l'ampleur. Vous voyez aujourd'hui, vous l'avez évoqué en prélogomène, qu'on a vu les hommes politiques prendre d'assaut les réseaux sociaux. On se rappelle que le tweet, on se rappelle du tweet du président de la République, qui annonçait d'ailleurs sa candidature, pendant qu'on l'attendait à une session extraordinaire ou ordinaire du RDPC. On voit plutôt le président réagir par tweet dans les réseaux sociaux. Et ça n'a pas été ce n'est pas l'exclusivité. Vous vous rappelez que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le cadre d'expression des hommes politiques. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que les réseaux sociaux ont un caractère de spontanéité. C'est-à-dire que quelqu'un a son téléphone en main, il n'a pas besoin de courir ouvrir une télévision pour regarder le journal ou autre chose. Dès qu'il y a un fait d'actualité qui est marqué, tout de suite, à travers le portable que vous avez, vous êtes scotché à l'actualité. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux sont devenus des lieux de revendication. C'est devenu même des espaces juridictionnels parce qu'on voit comment est-ce que les uns et les autres se règlent un certain nombre de comptes à travers cela. On voit également que c'est devenu un autre espace justement d'accusation ou de revendication d'un certain nombre d'éléments qui touchent la société. On a vu, par exemple, l'image de cette population qui a séquestré mon ministre au village. Vous convenez avec moi que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'aurait jamais pu avoir une telle image et cela n'aurait jamais pu susciter ce qui va convenir comme le second point du débat de ce soir. D'accord. Auréole, est-ce qu'on peut essayer de comprendre dans ce phénomène? Est-ce qu'on peut expliquer, j'ai envie de dire, ce glissement de l'espace public, sachant que jusqu'en 2011, par exemple, peut-être, les hommes politiques investissaient davantage le terrain en termes d'entité, oui. Voilà, des meetings politiques, du porte-à-porte, des rencontres dans les marchés. Mais je veux dire que pour certains, on n'en a pas vu autant qu'en 2011, mais le déploiement des réseaux sociaux, comment peut-on comprendre ce glissement-là? Le phénomène nouveau des réseaux sociaux? Oui, il faut dire que le Cameroun entre dans les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au tout début des années 2000. C'est vrai qu'il va plus vite que les autres États de l'Afrique francophone, parce qu'à partir de 2004, on a enlevé le N. On est dans les TIC, technologies de l'information et de la communication, et ça va davantage plus vite, parce que vers 2008-2009, les réseaux sociaux apparaissent sous notre ciel. Même si, au départ, il faut reconnaître qu'en 2011, il aurait été difficile, autant pour le candidat Biya que pour les autres candidats, d'investir les réseaux sociaux, parce que Facebook était encore confiné comme un espace d'échange. Ça se présentait comme un forum. Ce n'était pas encore un véritable théâtre d'expression, de démocratisation d'une certaine volonté politique ou d'un langage politique, d'une codification des messages politiques. C'est à partir de 2012-2013 qu'on rentre dans une sorte de... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire modélisation, mais il y a une généralisation de forums qui naissent et d'attributs nouveaux qui confèrent à Facebook d'autres symboles, d'autres valeurs qui ne sont plus seulement des symboles de concertation, de dialogue, mais Facebook se dote de nouveaux instruments, de nouveaux paradigmes et voudrait qu'on rentre maintenant
dans le marketing politique. C'est-à-dire qu'on peut exploiter les réseaux sociaux, non plus aujourd'hui pour véhiculer un simple message, mais pour conquérir un certain électorat. Il est vrai que quand on regarde, quand on fait une comparaison avec les pays évolués dans la technologie, eux, ils ont exploité les réseaux sociaux beaucoup plus pendant les périodes électorales. Nous, c'est arrivé après une échéance électorale, celle de 2011. Il était donc difficile et il faut quand même saluer le précurseur qui, pour moi, je le dis et je l'assume, est le professeur Maurice Kamto. Parce que c'est lui, avec sa team, avec ses équipes, qui emmène les uns et les autres, aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir, à comprendre que, tel que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, un peu moins, parce que les États-Unis c'était beaucoup plus tueurs, ont compris les nouveaux les algorithmes de Facebook. On peut exploiter Facebook aujourd'hui pour former de grands théâtres. Parce que, rappelez-vous, entre 2008 et 2011, le Cameroun, autant que plusieurs autres pays d'Afrique noirs, subit un gros problème, un problème, je vais dire, peut-être pas de crise, mais vraiment, il faut dire crise, une crise économique. Il n'y a plus de moyens, pour dire qu'on va investir le terrain avec toute une armada, on va faire une communication beaucoup plus terrain. C'était devenu un peu plus compliqué, les réseaux sociaux ayant facilité la tâche. On pourra aller plus loin maintenant dans l'évaluation des réseaux sociaux par rapport aux campagnes traditionnelles. Patrick Riffaut, justement, regarde donc de cette nouvelle donne. Quand on jette un regard dans le rétroviseur, on se dit cette approche des réseaux sociaux a-t-elle été une approche gagnante, tout au moins pour le débat public? Je ne parle pas encore des retombées en termes d'investissement politique pour ces hommes-là. Dans le débat public, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont apporté un plus, ont donné de l'intérêt, ont permis à mieux comprendre les problématiques peut-être des programmes, des candidats, pour ne parler que de ce cas, mais de la gestion des affaires publiques de façon générale? Bon, je vais commencer par m'exprimer en tant qu'universitaire parce que c'est un sujet que je laboure depuis un certain nombre d'années. La médiatisation du politique, ce n'est pas un fait nouveau au Cameroun. Et on peut périodiser son évolution en 3 temps. Le premier temps, c'est à peu près la période pré- et puis post-indépendance, c'est-à-dire qui se clôture autour de 1966, où le politique passe essentiellement par la presse. Et c'est un moment où les médias sont des médias ayant une coloration particulière, c'est-à-dire que les médias qui s'intéressent aux faits politiques sont soit liés à des formations politiques, soit très proches des hommes politiques. C'est une période qui se clôt à peu près en 1966 avec l'avènement du parti unique. Vous avez un second moment qui s'ouvre en 1990 avec la libéralisation politique et la démonopolisation médiatique. Et vous avez encore à ce moment-là, comme principal vecteur de la médiatisation du politique, la presse, notamment les médias privés. C'est une période qui part à peu près, d'après les évaluations que je fais, de 1990 à peu près 2004-2005. Il y a un tournant en 2005 parce que c'est à partir de 2005-2006 qu'on va voir les premières émissions politiques à la télévision. Je parle de télévision parce que vous allez voir plus loin qu'il y a un lien entre la médiatisation du politique sur les réseaux sociaux et la médiatisation du politique dans les médias avec comme principal vecteur la télévision. Donc, à partir de 2005-2006, on voit émerger dans le champ médiatique un certain nombre d'émissions qui traitent de politique.
l'émission sur laquelle nous sommes cartes sur table, je pense que c'est 2006 à peu près, pour les premières diffusions. Donc, à partir de 2006... 2005, je parle là sous le contrôle de Eringado, je crois, voilà. 2005-2006. 2005-2006, c'est à peu près ça. Donc, Canal Presse également émerge à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire entre 2005 et 2007. Vous avez... Stand-by. Vision, et cette émergence va connaître un tournant autour de 2017. Pourquoi autour de 2017? Parce qu'à partir de 2017, vous allez avoir une émission qui émerge dans le champ médiatique, c'est Equinox Soir. Et avec Equinox Soir, on passe des émissions, parce que les émissions politiques qu'il y avait entre 2005 et à peu près 2017 sont des émissions qui sont des émissions hebdomadaires. Donc, on parle de politique une fois par semaine sur un média. Avec Equinox Soir, il va y avoir une forme de catalyseur parce qu'on parle de politique tous les jours. C'est-à-dire de lundi à vendredi, on parle de politique. Et Equinox Soir émerge à un moment, c'est-à-dire à la veille de l'élection présidentielle de 2018. Mais ce qui se passe parallèlement, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au moment où Equinox a l'idée de produire une quotidienne sur la politique, vous allez en même temps avoir un certain nombre de changements, notamment dans la programmation radiophonique, où la plupart des matinales vont avoir soit une dimension politique, soit être essentiellement consacrées aux politiques. Et moi, j'ai fait une petite comptabilité, c'est-à-dire que j'ai pris à peu près 29 médias qui émettent entre Yaoundé et Douala. Et si vous faites le décompte du temps d'antenne consacré hebdomadairement aux politiques, vous avez à peu près 388 heures de programme politique par semaine, étant entendu qu'une semaine a 172 heures. Vous voyez un peu la centralité du politique dans la programmation. Là, vous parlez de 29 médias. Je parle de 29 médias seulement. Donc, vous voyez qu'il y a une centralité du politique dans la programmation médiatique. Parallèlement au fait que dans les médias classiques... Vous êtes intéressé essentiellement aux horaires politiques et pas à d'autres... Non, là je parle des émissions où on parle de politique. D'accord. Des émissions qui invitent des politiques, des émissions dont les thématiques sont des thématiques politiques. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que parallèlement, il va se passer que, en cela, Auriol n'a pas totalement tort. À partir de 2012-2013, va émerger notamment sur Facebook un groupe qui est un peu le précurseur de la politisation du débat politique sur les réseaux sociaux, c'est LCCLC. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le premier groupe c'est le premier regroupement de Camerounais sur la toile où vous avez à peu près plus de 50 000 personnes. Et c'est un groupe dans lequel vous allez avoir une initiation, on va dire, au débat politique. Parce qu'il y avait une organisation dans ce groupe dans les années 2013-2014 qui faisait que, par exemple, tous les samedis, je crois, il y avait un débat politique qui opposait justement, on va dire simplement, parce qu'à l'époque, le MRC n'existe même pas encore, les progressistes aux conservateurs. Et ce qui se passe, c'est que les choses tournent un peu au vinaigre parce que les positions se polarisent autour de 2016 et certaines personnes partent de ce groupe et s'aiment. Bon, en même temps, vous avez WhatsApp qui émerge. Donc, vous avez à la fois le fait que le débat politique, qui au départ était essentiellement concentré autour de ce forum-là, SM, et le débat politique se déporte aussi sur WhatsApp. Parce que les Camerounais ne parlent pas seulement de politique sur Facebook, les Camerounais parlent beaucoup de politique sur WhatsApp, dans réseau social dans lequel la plupart des groupes sont des groupes qui sont consacrés au débat et l'essentiel des débats sont souvent des débats politiques. Moi, j'ai une formule qui dit souvent que, en fait, le débat politique ne meurt jamais. Dernière chose que je voudrais ajouter dans cette mise en perspective, c'est que le débat politique s'est développé au Cameroun dans une perspective essentiellement polarisée
et agonistique. Parce que le principe, la théorie nous dit que, en fait, si on s'en tient à la doxa habermasienne, c'est que le débat doit amener au consensus. Mais le jeu politique camerounais polarisé à un point où les débats tels qu'ils sont menés, que ce soit sur Facebook ou dans les forums WhatsApp, en fait, on est dans ce que un chercheur canadien appelle la rhétorique antilogique. C'est-à-dire que chacun parle pour conforter sa position. Mais on ne cherche pas de voix médiane. Donc, le MRCiste va s'exprimer pour faire valoir la position de son parti. Le RDPCiste va s'exprimer pour faire valoir la position de son parti, mais on est dans une sorte de dialogue dessous où, en fait, ce sont généralement des argumentations qui sont des argumentations parallèles. Elles ne se touchent pas vraiment. D'accord. Mendiou, alors comment on peut expliquer ou que peut-on comprendre dans cette adhésion, j'ai failli dire populaire, qui pour certains cas d'ailleurs aboutit au populisme, parce que donc se déploie entre dans l'historique évidemment que les deux enseignants S-qualité viennent de décrypter là tout à l'heure. Comment on peut expliquer cette adhésion massive? Est-ce que les gens se sont comportés comme s'il n'y avait pas possibilité de débat au Cameroun, ou comme si le débat dans les médias traditionnels était, je ne vais pas dire fermé, mais je vais dire, en fait je l'ai dit, ou simplement l'engouement, la volonté de s'exprimer, de faire partager son point de vue, de convaincre pour son candidat, et puis qui sait peut-être de partager son quotidien. Qu'est-ce qui peut le justifier? Moi, je pense que ce qui peut le justifier, c'est d'une part, et je ne serai pas péremptoire parce que en la matière, je ne suis pas un expert, je pourrais simplement parler du point de vue de l'observateur que je suis. Alors, de mon modeste point de vue, je crois qu'il y a une forte demande sociale de débat politique. J'ai comme le sentiment que les nouveaux médias ont facilité l'accès à la parole politique à nos populations. Il faut quand même noter que on parle d'outils qui, contrairement aux outils classiques, sont à la portée de tout le monde, même d'un enfant de 5 ans. Je veux dire que donner son avis sur un événement qui se déroule dans le pays, d'abord pour en avoir accès, aujourd'hui c'est 30 000 fois plus facile, il suffit d'allumer son téléphone s'il est connecté à Internet. Ensuite, donner son avis c'est encore plus facile. Vous voyez, même du point de vue financier, ça ne coûte plus grand-chose. La plupart des gens aujourd'hui préfèrent, quand ils veulent vous passer un coup de fil, le passer sur WhatsApp. Mettre 100 francs le méga. Voilà, il met 100 francs de méga, il a une journée de connexion. Il peut appeler et discuter des heures sans se préoccuper du crédit qui passe. C'est la même chose quand on interagit dans les groupes. Chacun donne son avis, chacun balance les informations qu'il a lui-même reçues d'une manière ou d'une autre. Donc, le premier argumentaire pour moi, c'est que la technique a facilité les choses. Mais la technique est arrivée facilitant les choses dans un contexte qui, ma foi, est peut-être un peu marqué par une certaine fermeture de certains segments du champ politique classique. Les médias, je me félicite de ce qui a été dit précédemment, aussi bien par le docteur Essoma, le docteur Ifoué que Auréole Djoumi, parce qu'il me semble que le décor a été suffisamment bien planté. Mais, reprenant cela pour mon compte, il faut noter que pour interagir dans la presse écrite, il y a quand même des prérequis qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Pareil pour aller à la radio. Il y a des conditions que le grand public ne remplit pas. Je ne parle même pas d'aller à la télévision. Alors que quand vous êtes sur votre téléphone et que vous voulez faire un voice, vous êtes maître du monde. Vous êtes en fait, le monde tourne autour de vous. Et l'Afrique, en cela, et les experts le disent, a connu un boom des technologies que même les pays les plus développés n'ont pas connu. Je veux dire que les médias sociaux se développent plus vite encore dans nos pays qu'en Occident. Donc, il y a comme d'abord au départ l'attrait de ce qui est neuf, mais ensuite l'accoutumance. L'accoutumance qui fait qu'on prend des habitudes. L'habitude que beaucoup de gens prennent, c'est qu'on se connecte sur son téléphone, on regarde l'actualité, on essaye de commenter ou partager, etc. On passe du temps sur les réseaux sociaux. Et on passe un temps sur les réseaux sociaux, forcément, on développe une vie dans les réseaux sociaux. La vie qui n'est pas
l'expression qui n'est pas aisée sur le terrain même de la politique, parce que je dois quand même rappeler que nous sommes dans un contexte qui, malgré le fait que depuis 1990, nous avons des lois qui libéralisent plus ou moins le champ politique, il y a quand même, du point de vue de l'application, beaucoup de restrictions. Et là, ce n'est pas le militant du MRC qui parle. Vous avez souvent reçu sur vos plateaux des acteurs politiques, d'autres formations politiques qui font à peu près la même récrimination. Donc, c'est comme une information qui est distillée dans la population et finalement, les gens prennent acte de ce que, bon, peut-être qu'il n'est pas facile, tout au moins, de s'exprimer de cette manière-là. Nous avons une aubaine, c'est les réseaux sociaux. Aucun gendarme ne viendra m'interdire de m'exprimer sur Facebook. Encore qu'à une époque, il s'est développé une tendance au faux profil. Et je crois que ça également, quand on décrypte la situation des réseaux sociaux, il faudrait peut-être souligner cet aspect des choses. C'est peut-être même l'aspect, pour moi, le plus pernicieux des réseaux sociaux et dont l'usage ou la manipulation est aujourd'hui le plus visible. Il y a eu à un moment donné une grande effervescence des faux profils dans les réseaux sociaux parce que justement, le fait déjà d'être dans les réseaux sociaux, vous avez une certaine liberté. Plus encore quand vous agissez sous couvert. Et le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, à un moment donné, s'était plaint par courrier, s'était offusqué de ce qu'il y avait comme une machination, une sorte de cabinet noir pour appeler ses propres propos, qui avait investi précisément les réseaux sociaux pour distiller un certain nombre d'informations contre sa personne. On se souvient par exemple de l'affaire des 14 milliards, on se souvient d'autres histoires qui sont passées dans les réseaux sociaux comme ça, qui ont eu l'effet d'un virus, mais qui étaient très souvent portés par les réseaux sociaux. Maintenant, à la vérité, il faut dire que les réseaux sociaux, ils pilulent des faux profils qui tiennent des propos qui ne sont pas toujours contre le professeur Maurice Kamto. Il y en a qui, parfois, se montrent sympathisants des forces progressistes. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître aussi. Donc, ça, c'est le deuxième point. Maintenant, je devrais ajouter que, du point de vue chronologique, il faut quand même reconnaître qu'en 2011 déjà, certains leaders politiques, certains candidats à l'élection présidentielle nous avaient fait découvrir les réseaux sociaux. Je me souviens parce qu'à l'époque, je découvrais moi-même un peu les batailles politiques. J'avais été très émerveillé quand je regardais les pages Facebook de certains candidats à l'élection présidentielle de 2011. Et je vais vous surprendre. Il y avait le candidat Jean-Jacques Ekindi qui avait une page Facebook très bien présentée. Il y avait Madame Kawala qui, elle aussi, avait des contenus intéressants sur Facebook. Elle avait déjà à l'époque, ce qui aujourd'hui est quelque chose de très commun, elle avait déjà commencé à utiliser cela avec des vidéos. C'est-à-dire que son programme n'était pas seulement écrit, il était également projeté, il était parlé. C'était un peu comme si on ramenait la télévision dans votre téléphone. Et c'est ce qui explique, de mon point de vue, le fort engouement aujourd'hui qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Parce que ça permet de jouer, par exemple, les prolongations, je dis ça comme ça. On joue sur les réseaux sociaux les prolongations de débats, parfois télévisés, parfois radio. Et donc, ça permet que la population se sente encore plus imbriquée à la chose politique, au débat politique, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui servent de pont entre une société qui avant n'était que la société des médias, les enfants de la télé, comme on peut dire, et aujourd'hui, cette société des médias se retrouve mêlée. Et d'ailleurs, je voudrais partager un peu ce commentaire sur notre page Facebook, c'est pas tous les jours, mais c'est tellement amusant. Ghislain Kamdem dit, ils nous ont longtemps trompés. Et avec les réseaux sociaux, nous sommes balle au pied maintenant. Justement. L'idée balle au pied, c'est pour dire que ça ne se joue plus à milieu. Nous aussi, nous sommes sur le terrain. C'est-à-dire que le terrain est venu vers un peu comme l'histoire de la CAN qu'on ne regardait qu'à la télé. Tout à fait. Et ce jour au Cameroun a quelques... Oui, tout à fait. Nous l'espérons. Ça, c'est parce que nous sommes moi, je suis optimiste, supporters du football. Je suis optimiste. Alors, docteur Somba, par contre, quand on regarde dans ce boulevard, je vais dire cet espace infini, illimité, qui donne l'opportunité à monsieur tout le monde de s'exprimer, de dire son contentement, de dire son mécontentement. Et on regarde quand même ce qui est fait sur le plan de la législation, on se pose des questions. Je veux dire que les réseaux sociaux n'ont pas forcément un régulateur qui puisse effectivement tempérer ou modérer
On se laisse souvent dans les groupes à la merci des administrateurs qui eux-mêmes, évidemment, sont des humains, souvent partisans, qui ne facilitent pas non plus la régulation de ce monde-là. Écoutez, Dipita, moi je suis aujourd'hui marqué par ce phénomène parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde que vous allez recevoir sur un plateau de télévision. Ce ne sont pas tous les leaders politiques qui passeront sur un plateau de télévision. Je l'évoquais tout à l'heure en début, en indiquant que le caractère pratique, la spontanéité, c'est-à-dire que qui peut se situer dans la manipulation d'un téléphone aujourd'hui, règle tous les problèmes. Je l'ai indiqué, au-delà de ce que les réseaux sociaux à forte proportion aujourd'hui d'être considérés comme un espace marchand, vous vous rappelez que ces réseaux sociaux viennent, et ça je fais le commentaire du message que vous avez lu de M. Kandem, vient en fait rééquilibrer les choses. Vous savez que lorsque la CRTV fait ses programmes lors des campagnes électorales, n'ont la parole que les partis d'abord représentés au Parlement, qui ont, selon le nombre de parlementaires, a un nombre, a une durée déterminée pour s'exprimer. Vous voyez qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on n'a plus forcément besoin de rechercher cet équilibre de ce côté. Il vous suffit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vous suffit de tweeter, d'annoncer votre candidature pour une élection quelconque, que tout de suite, si vous avez 1000 personnes qui sont connectées, les 1000 sont tout de suite au courant de ce qu'il y a un homme politique qui venait d'aspirer à poser sa candidature et à devenir tel. Et vous convenez aujourd'hui que ce qui peut être gênant, c'est que, vous l'avez dit, les administrateurs aujourd'hui, qui eux-mêmes interviennent dans l'échange, les débats, parfois sont marqués par un zèle. C'est-à-dire que quand vous ne rentrez pas dans la logique qui est la leur ou qui est les siennes, vous convenez avec moi que tout de suite, voilà, tout le monde sort d'abord un avertissement. Et puis souvent, ils suppriment votre poste. Et puis quand c'est trop compliqué, ils vous bloquent complètement. Voilà, ils vous bloquent complètement. Donc, mais déjà, ce qui est intéressant, j'admire la pluralité médiatique aujourd'hui qui permet donc, et même la pluralité des forats. Parce que vous vous rendez compte que quand vous observez très bien aujourd'hui le jeu politique et même démocratique, vous vous rendez compte que, en fait, les multiples forats qui se créent permettent aux uns aux autres de militer et de faire valoir, comme le disait Maître tout à l'heure, l'expression de leur opinion, de leurs idées, de ce qu'ils pensent du jeu politique. Et moi, je pense que ça permet même de résoudre un problème, c'est-à-dire un problème de contact entre les leaders politiques. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs forats, vous vous rendez compte que les échanges parfois violents peuvent déboucher sur une amitié, c'est-à-dire qui se crée, parce qu'on a vu M. Oréol Tchoumi n'étant pas d'accord avec nous. Là, vous êtes positif, parce qu'il y en a qui aboutissent à des procès, oui, bien entendu. Je vais des rendez-vous méchants autour de tu verras ce que je vais te faire quand on sortira du virtuel. Mais bien entendu, c'est ce qui se passe. Vous savez qu'il y a même des téléspectateurs, quand ils ont souvent vu des débats chauds entre les panélistes, ils se demandent bien s'ils sont rentrés ensemble. Absolument. On n'aurait pas pu filmer après le comportement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un espace indispensable pour le jeu politique et même pour le jeu démocratique. Quand vous avez évoqué l'idée justement des politiques qui s'y mêlent, c'est en effet parce que ceux-ci ont compris la nécessité de faire usage de ces réseaux sociaux. On a évoqué le cas de la candidature du président et de bien d'autres. Vous avez vu aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple simple. Quand le professeur Missanganyam dit par exemple est envoyé à la NES de Garoua et affecté à l'université de Douala, à de Ngaoundéré, mais s'il n'avait pas les réseaux sociaux, je vous assure que cette décision n'aurait pu jamais impacter la vie aujourd'hui, même juridique. Vous vous rendez compte que, vous savez, la dernière actualité à date du tribunal administratif qui a succès à l'exécution de la décision du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Bien entendu, il faut tout faire quand même pour canaliser. Et comme il n'y a pas eu législation de sanctions et de filtres, on peut donc avoir n'importe quoi qui essaye de passer à travers les mailles du filet. D'ailleurs, notre ami Ghislaine Kamnembromessa, il est pertinent. Moi, je veux dire, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs qui peuvent le faire également à nous suivre sur notre page Facebook, STV Cameroun. Les vieux du régime n'ont pas vu ça venir et sont pris au piège.
Alors, Patrick Refoué, pour entrer donc en plein dans la thématique de ce soir, évidemment, telle que formulée, bataille politique quand les réseaux sociaux s'en mêlent. À partir de quel moment on peut considérer véritablement que la bataille s'est installée? Bataille en termes de dérive, bataille en termes de comment vous appelez ça, pour les promotions de l'image, comment on appelle ça, c'est en termes propagande, je voulais dire. Bataille en termes de propagande, bataille en termes de évidemment c'est la propagande, défendre son candidat, apporter des arguments et essayer de trouver d'autres arguments pour déstabiliser le candidat adverse. En fait, à quel moment on peut considérer véritablement que les réseaux sociaux n'ont pas forcément contribué à assainir les jeux de politique? Bon, pour que les réseaux sociaux contribuent à dégrader le politique, il faut que le politique lui-même soit sain. Mais comme dit Gaspard Ganzer, la politique c'est un sport de combat. Donc ça signifie que... ça cogne. Oui, il arrive que certains aient envie de donner les coups en dessous de la ceinture. C'est le jeu politique, c'est rude, c'est comme ça. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est simplement la continuation d'un certain nombre de pratiques politiques qui existent dans le monde social. Il ne faut pas croire qu'il y ait une dégradation particulière du champ politique du fait des réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, on essayait aussi de faire la promotion de son candidat. Avant les réseaux sociaux, on essayait aussi de décrédibiliser, parce qu'en même temps qu'on essaie de crédibiliser son champion, on essaie de décrédibiliser le champion adverse. C'est-à-dire que c'est un peu le principe de mon champion c'est le meilleur, mais celui qui est en face c'est Satan. C'est ça la règle. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement vous allez avoir des organisations qui peuvent être des organisations spontanées ou des organisations effectivement partisanes. Là, quand ce sont les organisations partisanes, c'est l'investissement des formations politiques. Mais les organisations spontanées, c'est le fait que des sympathisants ou des militants d'une formation politique s'organisent pour être présents sur les réseaux sociaux pour faire la promotion soit de leur candidat, soit pour essayer de décrédibiliser X ou Y. Une des dimensions très importantes de cette pratique-là, c'est le fait que avec les réseaux sociaux, la politique est devenue quelque chose de permanent. Luison a évoqué tout à l'heure le fait que dans le cadre des campagnes électorales, c'est-à-dire que la communication politique est codifiée. Vous avez un temps pour pouvoir faire la promotion de votre candidat. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de temps circonscrit durant lequel vous pouvez parler de politique, durant lequel vous pouvez faire la promotion de votre candidat. Vous y allez tout de go. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez l'occasion. L'occasion, ça peut être un fait totalement anodin. L'occasion, ça peut être un fait d'actualité, une occurrence d'actualité relevante. Mais tout est bon pour pouvoir soit parler de son candidat, soit essayer de décrédibiliser le candidat adverse. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le principe, c'est que nous sommes dans un jeu politique qui est extrêmement polarisé. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les partisans du RDPC dont je suis, et de l'autre côté, vous avez les partisans du MRC. Les autres formations politiques s'inscrivent dans cette bipolarité de manière pointillée. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même les membres du PCRN qui sont présents, vous allez avoir des membres du SDF qui sont présents ou des membres d'autres formations politiques, mais vous avez d'abord une polarisation entre le camp du RDPC d'une part et le camp du MRC d'autre part. Et c'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut remonter à LCC-LC. Parce qu'à l'époque, le schisme qu'il y a dans ce groupe-là remonte déjà à cette bipolarité-là entre, d'un côté, ceux qui sont les défendants de l'ordre gouvernant institué, et de l'autre, ceux qui, à l'époque, je pense qu'ils ne sont pas tous, en 2016, ils ne sont pas encore vraiment MRC, ils cherchent une voie, mais ils se considèrent déjà comme des progressistes. Parce qu'il me semble que c'est à partir de 2017 que la plupart de ces individus-là rejoignent officiellement le MRC. Donc c'est un peu ça la situation. On ne peut pas, il ne faut pas accuser de tous les maux les réseaux sociaux. Il faut considérer que le jeu politique, même quand on se limitait à faire les campagnes électorales
au stade Omnisport ou à faire les campagnes électorales à Yaoundé, à Garo, ainsi de suite. Les coups bas existaient déjà. Les coups bas existaient quand on faisait la politique dans la presse écrite. Donc c'est simplement une continuation. Et avec les réseaux sociaux, malheureusement, il y a une forme de visibilité immédiate qui amplifie simplement les phénomènes. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que certaines pratiques n'existaient pas. Oui, simplement parce que les réseaux sociaux leur donnent de la visibilité. Oui, mais je veux dire qu'en même temps, on n'observait pas, il était difficile d'observer ce niveau de violence, notamment entre les partis opposés aux partis au pouvoir. Je ne veux pas forcément dire les partis de l'opposition ou les partis ayant la même idéologie. Oui. Mais tous ceux qui sont en face du parti au pouvoir, je veux dire, s'abstenaient au moins entre eux de se prendre en invective. C'était, bon, on a un adversaire commun et on y va tout de go. Mais aujourd'hui, il est facile, vous avez cité quelques-uns des partis, de voir nos amis du PCN face à nos amis du MRC ou alors... bon, je ne vois pas encore ce match entre l'UDC et l'AFC, mais c'est tout comme. Mais l'AFP, je veux dire, je voudrais, pardon, je vais enchaîner avec la question à Auriol. Qu'est-ce qui peut justement expliquer cette violence qu'on observe? Je crois que le problème réside au niveau de la formation. Parce que malheureusement, il faut dire que les partis politiques n'ont pas réussi à créer, au-delà de l'émulation qui est née, n'ont pas réussi à créer un cadre véritablement légal en interne, légitime en externe, si on veut le dire ainsi, qui permettrait que les éléments de langage, le contrôle, le sourcing soient centralisés. Parce que les partis politiques, autant de l'opposition que le parti au pouvoir, ont laissé naître une foultitude de forats et de pages. Si bien que parfois vous vous êtes perdu entre la page officielle et parfois des pages officielles. Le mot officiel est entré dans l'espace en 2018, effectivement. À partir de mars 2018, on commence avec officiel. Vous avez porte-parole officielle, tel officiel, RDPC officiel, BIA officiel, Maurice Kamto officiel. Je n'ai pas fait d'ignorance, c'est comme dans notre domaine, il y a un autre terme qui est entré dans le... Tout le monde dit source sûre. J'ai mon info, vraiment elle est source sûre. Je veux dire que ce n'est plus forcément une expression propre aux journalistes. Je vous laisse poursuivre. Il y a eu un problème de formation parce que, tenez, en 2018, lorsque la course à l'élection présidentielle est enclenchée, le problème qui se pose, c'est que les partis politiques réalisent, sur l'opposition notamment, qu'ils n'ont pas eu le temps de véritablement former leurs militants à leur vision, leur idéologie et à leur donner les éléments de langage qu'il faut pour défendre cette vision. Et maintenant, il y a un problème. C'est que au RDPC, effectivement, on s'était habitué à une certaine façon de faire, la fraude notamment, que l'on ne s'est pas rendu compte que quand au Nigeria, l'affaire des filles de Chibok fait créer le hashtag Bring Back Our Girls, les réseaux sociaux, au Cameroun, on comprend la pertinence des réseaux sociaux. Dès 2014, le Nigeria avait lancé, il y a eu deux hashtags, il y a eu le NSARS. Lorsque les forces spéciales ont abattu un jeune étudiant, les étudiants ont filmé le corps de ce gars et ont mis sur les réseaux sociaux et ont lancé le hashtag NSARS. En Guinée, on avait également un hashtag qui naissait de ce côté-là. Donc les réseaux sociaux, les Camerounais ont pris la chose à bras le corps et ont développé des aptitudes qui leur ont permis de très vite se familiariser aux réseaux sociaux. Mais malheureusement, en interne, il n'y a pas eu de circuit de formation. Ça, il faut quand même le préciser. Si bien qu'aujourd'hui, ça se présente beaucoup plus comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est difficile aujourd'hui pour des leaders politiques d'avoir la main mise sur leurs éléments. Maître Dioua a relevé quelque chose de très pertinent tout à l'heure, les faux profils. Seulement, il a été très courtois. Les faux profils au Cameroun sont l'œuvre du RDPC. Parce que le RDPC s'est laissé surprendre. C'est-à-dire que l'élément qu'il avait en main, il avait le pouvoir et il avait la possibilité
naturellement l'aisance, les réseaux sociaux, les moyens Le contrôle de l'espace politique. Le contrôle de l'espace politique. Merci, maître. Il s'est laissé surprendre quand les partis politiques de l'opposition ont commencé à développer, j'ai dit tout à l'heure, des aptitudes de compréhension, de familiarité, des études, mener des études autour de la chose et se lancer immédiatement à la conquête de l'espace politique et développer même autour un petit marketing politique. Le RDPC a été obligé, s'est retrouvé là comme ça, avec des adversaires qui étaient à la porte et s'est lancé donc dans des faux profils. Maintenant, pour chuter, si vous me permettez, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux participe de ce que les jeunes qui se lancent en politique ne prennent plus la peine d'épouser l'idéologie politique. Beaucoup de jeunes ont pensé à un moment donné que le Biya must go était un slogan qu'il fallait mettre en avant. Tout le monde était convaincu que s'il a réussi à contourner Marafa et les autres en 2011, il ne gagnerait pas en 2018. Et comme on avait une solide alternative qui était quelqu'un de très crédible, le professeur Maurice Kamto, beaucoup de personnes se sont liguées derrière le professeur Maurice Kamto, mais malheureusement, pas derrière l'idéologie politique. Pas derrière l'idéologie politique. C'est pourquoi, vous voyez qu'à un moment donné, le RDPC, quand il a compris que les gens suivaient Kamto, mais pas forcément le MRC, étant acculé, lui, il a balancé le tribalisme. Kamto, c'est un Bamileke. Et là, derrière, c'était fini. Je relance M. Duroux en passant peut-être par cet autre commentaire de Vincenzo Guidiol sur notre page Facebook. Grâce aux réseaux sociaux, les citoyens lambda participent désormais directement à la politique. Il n'attendra plus uniquement le moment du scrutin pour s'exprimer politiquement. Alors, mais je voudrais revenir d'abord sur la question de la violence, comment elle s'explique, comment elle se justifie, à partir de quel moment elle prend son ancrage. Mais j'ai observé également que tout à l'heure, vous vouliez répondre après le passage de Patrick Riffoul. Oui, ce que je voulais dire, globalement, parce que ce n'était pas une réponse point par point à ce que Patrick Riffoul disait, que je dois d'ailleurs saluer parce que je crois qu'il fait preuve d'une très grande honnêteté intellectuelle. Je voulais dire que sur la question de la violence dans les réseaux sociaux, ce qu'il faut noter, c'est que, et j'emprunte à M. Tchoumi tout à l'heure, les jeunes qui rentrent en politique ou les jeunes qui s'intéressent à la politique à cette époque le font sans utiliser les outils que nos devanciers utilisaient. Plus tôt, quand on voulait s'intéresser à la politique, c'est parce qu'on avait un oncle, un père qui était militant d'un parti politique et qui nous amenait dans une unité de base du dit parti politique où on s'imprégnait de la hiérarchie, de l'idéologie éventuellement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on essayait d'avoir un engagement politique, notamment à travers les célébrations des fêtes nationales du 20 mai, par exemple, par le défilé. C'est-à-dire que la personne qui s'engageait en politique dans un temps précédent, c'est celle qui avait déjà participé à un défilé du 20 mai, par exemple, sous les couleurs d'un parti politique, qui avait assisté à une réunion ou à un meeting politique. Or, depuis les élections législatives et municipales de 2013, précisément, on a une nouvelle frange de la population qui découvre la politique et qui découvre cette politique-là avec de nouveaux outils en main. Il n'est donc plus nécessaire de toquer à la porte d'un parti politique. Il n'est plus nécessaire de s'informer. Je ne le dis pas pour le légitimer, je ne dis pas que c'est une bonne chose en soi. Je me contente de décrire la situation. Donc, à partir de 2013 par là, d'ailleurs, on va voir qu'en 2013, la population électorale s'est beaucoup rajeunie. Parce qu'on a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont intéressées à la politique à ce moment-là, parce qu'elles venaient d'avoir, ces populations-là, d'avoir l'âge électoral. C'est ce groupe de personnes qui a mûri progressivement jusqu'en 2018, mais avec les nouveaux outils. Et c'est des gens qui ont intégré l'engagement politique, mais pas forcément l'engagement politique militant. Ce sont pour la plupart des sympathisants. Je veux bien qu'on les catalogue, comme l'a fait le docteur Riffoul tout à l'heure, dans les différentes polarités qui les caractérisent. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont forcément
militant, même du parti dont il est le soutien aujourd'hui. Patrick Rifou est bien militant du RDPC, mais tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, prennent position pour soutenir soit le régime, soit M. Biya, soit le RDPC, ne sont pas forcément des militants encartés. D'ailleurs, chacun a ses raisons. Beaucoup de gens le font pour des raisons, parfois, qu'elles ne dévoilent pas. C'est la même chose pour, disons, l'opposition. C'est davantage une armée de sympathisants qu'on voit sur les réseaux sociaux qui chacun utilise ses outils. Sa formation de base, son niveau de langue, son niveau d'éducation, bref, qui vient dans les réseaux sociaux avec ce qu'il a. On dit que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est bien ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Chacun y vient avec ses émotions, son background, son bagage, etc. Et tout cela se rencontre dans un marché qui, par définition, n'est pas particulièrement régulé. C'est donc pour ça que l'on peut considérer qu'il y a une certaine violence. Mais je suis d'accord avec M. Rifoué quand il dit qu'au fond, cette violence est juste le résultat d'une amplification. Parce que, rappelez-vous, dans les années 90, quand vous disiez, et c'est le point sur lequel je voulais intervenir quand vous posiez la question à M. Rifoué, quand les années 90 ont classifié les partis politiques de l'opposition, ce n'était pas parce qu'il y avait les réseaux sociaux. Rappelez-vous qu'il y avait ce qu'on appelait, dans les années 90 déjà, l'opposition républicaine, qui était représentée par des partis politiques comme le PDC, de Tobin Bida, Célestin Bedigui, par exemple, qui était considéré comme faisant partie de l'opposition républicaine, par opposition à ce qui était considéré à l'époque comme l'opposition radicale, incarnée par le Social Democratic Front, l'UDC, etc. Donc, à la question de savoir pourquoi aujourd'hui on voit par exemple des oppositions entre certaines formations politiques dites de l'opposition, je dois dire, et je le dis en prenant pour mon compte les propos de M. Rifoué de tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. Tenez, en 2004, lorsqu'il y a eu même la coalition, la tentative de coalition de l'opposition, elle a précisément échoué sur des questions d'opposition entre partis d'opposition, si vous me passez la formule. C'est-à-dire qu'on a eu des partis politiques qui estimaient que je ne peux pas avoir 5 camions et vous en avez un seul et c'est votre nom qui est sur la carte grise. Je ne le dis pas pour stigmatiser qui que ce soit, je décris pour dire que de tout temps, il y a toujours eu ce débat. Et ce n'est pas un débat camerounais. Mais maintenant, le canal a simplement Aujourd'hui, le canal a changé. Aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait dire qu'à l'émission hebdomadaire de la CRTV qu'on appelait expression directe des partis politiques et qu'on ne pouvait pas forcément dire avec la même latitude, se dit dans les réseaux sociaux. Il fallait être un parti suffisamment représenté pour avoir un espace large pour dérouler son programme. Et quand on était un parti relativement petit, si on avait la chance d'être dans expression directe des partis politiques qui est devenu après espace politique, vous pourriez avoir 30 secondes juste pour passer un spot, juste pour passer l'image de votre parti, juste pour montrer la figure. Pour dire comment vous êtes amer, comment vous n'aimez pas. Etc. Aujourd'hui, ça se déporte sur les partis politiques. Mais je dois souligner quand même que, et je ne peux pas me passer de le dire, c'est que il faut quand même également noter que toutes les formations politiques, tous les entrepreneurs politiques, je dirais ça comme ça, qui se sont investis dans les réseaux sociaux, ne sont pas allés dans les réseaux sociaux avec les mêmes démarches. Et c'est là où je pourrais peut-être un peu contredire Oriol Choumi. Parce que dans le cas, par exemple, du MRC, on a bien vu que, et ça c'est en période de campagne électorale, c'est là où j'indique que les réseaux sociaux sont venus ouvrir beaucoup plus de champs. On a bien vu que dans les réseaux sociaux, les programmes politiques pouvaient être véhiculés de manière beaucoup plus aisée. On a par exemple vu le programme politique du professeur Maurice Kamto, qui est encore disponible du reste dans les réseaux sociaux et sur le site internet du MRC, parce que c'était une vidéo, parce que c'était quelque chose de travaillé, de bien travaillé, qui donnait envie de regarder. Beaucoup de Camerounais ont pu, même ceux qui n'avaient pas été formés à l'idéologie initiale du MRC, parce que simples sympathisants, ont pu entrer en possession de la quintessence de ce programme-là, parce que justement il y avait les réseaux sociaux. Dites-moi, quelle était la chaîne de télévision sur laquelle
une telle activité pouvait objectivement être menée Sur s'il la- n'y avait pas eu les réseaux Sur la sociaux? violence, Ambroise Desor Soba et puis Patrick Griffou, on passe à la question d'après. Oui, sur la violence, on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que on devra faire l'économie de tout cela. Moi, ce que je voudrais tout simplement évoquer, c'est que à travers les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un nouvel engagement politique, ou du moins l'engagement politique est conditionné par ces réseaux sociaux qui déterminent à partir de là qu'on peut s'engager dans un parti politique du fait du leader, parce que quand vous voyez les duels sur les réseaux sociaux, parfois l'engagement justement qui s'y dégage, c'est que je m'engage peut-être dans le RDPC, tout simplement parce qu'on a insulté le président comme étant un vieux. Ok, comme moi je suis un vieux, je vais dans le RDPC. Vous voyez que les réseaux sociaux commencent à déterminer le mode d'engagement politique. Et à partir des réseaux sociaux, on peut militer parce qu'il y a un leader qui vous a intéressé. À partir des réseaux sociaux, vous pouvez y militer tout simplement parce que, pas forcément dans l'idéologie, hein, parce que je vais vous dire, M. Dipita, j'ai essayé de faire une étude sur les idéologies des partis politiques. Quand vous prenez contact ou bien langue avec parfois certains leaders charismatiques de ces partis politiques, ils n'arrivent pas à vous résumer quelle est l'idéologie du parti. Donc aujourd'hui, les gens s'y engagent peut-être parce qu'à travers un débat entre des militants appartenant à plusieurs formations politiques, les uns et les autres se disent, pas pour l'idéologie, mais j'y vais parce que le leader m'a marqué. J'y vais aussi parce qu'il y a aujourd'hui un fait qu'on ne va pas occulter de relever, c'est le fait ethnique. Parce que retenons quand même que les partis politiques, au départ, se sont quand même formés sur la bannière du fait ethnique avant de prendre des considérations des différentes formats ou de différentes opinions ou de différentes ethnies qui sont situées au niveau de notre pays. Donc, je peux pour dire quoi? C'est pour dire que la violence, aujourd'hui, comme il n'y a pas un moyen d'encadrement, c'est-à-dire qu'au niveau de Facebook, pour pouvoir essayer de jouer le rôle de filtre, on se rend compte que tout peut être projeté. Et on parlait des faux profils tout à l'heure. Vous avez suivi l'autre jour, par rapport à ce qui se passait lors des organes de renouvellement, des bureaux de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Par exemple, dans les réseaux sociaux, les membres du RDPC, les militants ont estimé qu'il y a eu une infiltration des partis, des membres de certaines formations politiques de l'opposition. Vous voyez donc que c'est tout cela. On n'a pas accusé l'AFP. Donc, tout cela contribue de sorte qu'on peut utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de la violence, comme on peut aussi l'utiliser dans le cadre d'une pacification des rapports entre les citoyens camerounais. J'observe effectivement que depuis tout à l'heure, la polarisation, la violence et tout ça, ça se joue au moins sur ce plateau entre le RDPC et le MRC. Ça reflète peut-être exactement ce que l'on vit. C'est peut-être aussi à cause de vous, M. Dipita. non, du vous tout. nous avez invités dans cette petite idée-là, peut-être. Bon, Il se trouve que vous avez deux invités. Vous êtes représentatif d'un Nous ne nous suffrage. sommes pas imposés sur ce Non, plateau. mais Nous avons été gracieusement Il y a l'AFP, il y a l'AFP à côté. Hein. Alors, pas sur les violences observées. Bon, écoutez, la première chose, c'est que la cyberviolence ou le fait que Internet contribue à dégrader le jeu politique, c'est une thèse qui existe depuis au moins un joking. Mais pour en revenir au cas camerounais, moi j'ai une étudiante en master qui travaille justement sur ce sujet-là. Et elle est en train de travailler sur un, deux, trois cas, le décès du président de la République. Il y a une affaire avec Buka Voyage, il y a une affaire Elim Bilobé, et puis... le décès annoncé. Hein. Oui, le décès annoncé du président de la République. Et puis, bon, le faux décès. Et puis, il y a eu des déclarations... Fallait qu'on le précise. Et puis, il y a eu... Parce que l'extrait commence à être trop vite parti. Et puis, je crois que le dernier cas sur lequel elle travaille, c'est des déclarations qui avaient été attribuées à Dany Claude Abaté après Gouaché. Donc,
Les conclusions auxquelles elle aboutit, parce qu'il y a un chapitre sur lequel elle travaille sur les identités numériques, démentent fortement les assertions de mon ami Auriel Choumi, qui prétend que les faux profils sur les réseaux sociaux sont majoritairement du RDPC. Je me ferai le plaisir de l'inviter à cette soutenance de thèse. Mais justement, la prochaine question, la question que j'avais voulu poser à Auriel après vous, c'est sur les profils, mais puisque vous êtes en pleine étude scientifique là-dessus, autant... C'est pour ça que je dis il faut faire attention à un certain mais quels sont les profils, justement? Il faut faire attention à ce type de déclaration. Et pour en finir avec ce point-là précisément, je vais prendre deux cas. Tout le monde connaît Kando Svalski. Je crois que vous aussi... bonne question. Il y a une identité agissante. Mais est-ce que cette identité agissante correspond à un sujet social? Ça, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. Vous ne pouvez pas établir un lien entre cette identité agissante et un sujet social. En revanche, je ne cherche pas à supputer. En revanche, et d'ailleurs, je ne parle pas à dessein de faux profils. En revanche, ce qu'on peut établir avec certitude, c'est son positionnement idéologique. Ça, c'est ce qui est visible à travers les traces de son activité sur les réseaux sociaux. Je peux prendre le cas de Arlette Françoise Doumbedine. J'aimerais bien qu'on me prenne aussi des cas comme ça en disant que vous avez X ou Y profils pour lesquels l'identité agissante ne correspond pas à une identité sociale et dont la sympathie est affirmée pour le RDPC. À partir de cet élément-là, on peut effectivement dire qu'il y a une imputation. Mais sinon, c'est un peu tiré par les cheveux. Et donc, vous disiez l'imputation, c'est... Mais dans les faux profils sont... Mais pour le moment, ce que je constate, en tout cas, ce que l'étude de cette étudiante-là démontre, c'est qu'il y a un certain nombre de profils pour lesquels l'identité agissante ne correspond pas à l'identité sociale, dont la sympathie pour le MRC est établie. D'accord. Ça, c'est ce que je dis provisoirement. D'accord. Donc, ça, c'est un fait. Et c'est pour ça que j'ai pris... Est-ce qu'elle travaille aussi sur les profils dont l'identité n'est pas établie, mais dont la sympathie est établie pour le RDPC? Mais, bien entendu, ça peut être un choix. Non. Je suis à peu près certain que si on devait faire ce débat avec un peu plus de temps, je vous donnerai une bonne liste, une bonne brochette de noms et de groupes, pas seulement de noms, et de groupes Facebook qui sont très clairement pro-RDPC, dans lesquels on peut, c'est-à-dire que si on va dans ce débat-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de conclusions qu'on peut tirer, qui ont des propos, non pas seulement anti-opposition, qui n'ont pas seulement des propos pro-RDPC, mais qui ont parfois des propos haineux. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Donc, je dis, c'est possible dans l'absolu. Je précisais, je m'excuse d'avoir pris la parole, mais c'était pour préciser que si on va dans ce sens-là, on verra beaucoup de choses qui va peut-être confirmer la thèse d'Auriel Choumi. Je dis, son étude porte sur un certain nombre de sujets précis. Pour ce qui est des sujets-là, ses conclusions provisoires vont dans un sens. Et j'ai cité quand même... Peut-être que ce serait la critique de sa thèse. J'ai cité quand même deux profils qui sont assez connus, c'est-à-dire qui ont une certaine notoriété et pour lesquels justement il y a une disjonction entre l'identité sociale et l'identité agissante pour les réseaux sociaux. Je pense que maintenant qu'il y ait des profils anonymes qui soient pour le RDPC, il y en a probablement, comme il y en a pas mal. D'ailleurs, ici je vois quelqu'un citer des gens comme Chance Léon, Francis Mbeng. Bon, moi je ne les connais pas. Chance Léon, oui, je connais, mais Francis Mbeng, je ne connais pas. C'est un nom que je vois beaucoup moi aussi. Qu'on ne peut pas relier à une personne. Jamais entendu. Vous avez appelé l'identité sociale. Vous avez terminé. Donc, sur ce point, il faut rester prudent au lieu de faire des accusations qui ne sont pas été. Maintenant, sur le fond, sur la question de la violence, ce que vous devez savoir, c'est que, d'autre part, les réseaux sociaux, en fait, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les écrans ont en effet des inhibiteurs, au sens où le sujet qui s'exprime n'a pas en face de lui le sujet auquel il s'en prend. Donc, il y a une facilité à extérioriser des expressions violentes et des expressions haineuses. Mais c'est parce qu'il y a une médiation qui consiste en une mise à distance.
C'est-à-dire que vous savez que vous ne craignez rien si vous en prenez... Qu'est-ce qu'il va le faire? Si vous en prenez à Roland Dio sur Facebook, il n'est pas en face de vous. Donc vous pouvez le faire avec une certaine facilité, mais cette facilité est due justement à la médiation technique par laquelle les interactions ont lieu. Et effectivement, dans le champ politique, bon, on dit souvent que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Hein. Et quand on dit la guerre continuée par d'autres moyens, dans certains cas, on n'est pas dans les politiques de l'adversité, on est dans les politiques de l'inimitié. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des ennemis. Et puisqu'on est dans la logique de l'inimitié, il s'agit au moins symboliquement de tuer son adversaire. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait que les formations politiques, qu'il n'y ait pas un accord minimal, c'est-à-dire que les formations politiques ne fassent pas front, par exemple, contre le RDPC, qui est la formation politique hégémonique. Mais ça s'explique simplement parce que même au sein de l'opposition, il y a déjà une compétition hégémonique pour savoir qui est le champion qui doit affronter le RDPC. Et dans cette logique-là, on a bien vu que, au moins depuis 2018, il y a une compétition féroce entre le MRC et le PCRN, parce que les sympathisants du PCRN considèrent que le leader qui doit incarner l'opposition, c'est Cabral Libye. Donc c'est lui qui doit être le champion, qui doit affronter le président Biya. Et les sympathisants du MRC considèrent qu'il n'y a qu'un leader de l'opposition, et c'est Maurice Kamto qui aurait remplacé le chairman John Frondi. J'envoie d'ailleurs des téléspectateurs sur notre page qui en citent Winnie Mandela, Mogu, Zumento. À vous rire, vous les connaissez? Oui, Zumento. Kamtoto, bon, j'ai dit Chancel Léon. Bon, voilà quelques-uns. Hein. Voilà quelques-uns qui certainement font partie de ceux-là dont on dit. Alors, on sort peut-être par là pour, avant d'aborder le second thème. Auriol, j'entame cette dernière phase avec vous, qui servirait également de fin de prise de parole pour ce thème-là. Alors, en termes d'éléments de langage, on observe justement, et le docteur l'a... Les dérives. Oui, non, ces dérives, cette haine se manifeste à travers des propos tribalistes. Une volonté, j'ai failli dire haineuse, d'exprimer un mépris. J'ai failli même dire, en fait, une légèreté qu'on n'a pas eu l'habitude d'observer, soit dans le débat politique et même dans les agences socio-économiques ou sociopolitiques habituelles. Cet élément sur la question tribaliste a davantage donc contribué à travers les réseaux sociaux à créer peut-être cette polarisation, à séparer les politiques, même s'ils ne sont pas forcément du même bord idéologique. On en voit d'ailleurs qui sont capables de ne plus se dire bonjour, on regarde ce qui se fait sur les réseaux sociaux. On en voit qui au départ étaient très actifs et qui à un moment, je pense un peu à mon ami Claude Abaté, ce sont, soit dit en passant. Alors, tout cela, comment on fait pour, je ne vais pas dire réparer, mais pour remettre tout cela en ordre et qui sait peut-être contribuer cette fois-là véritablement à un débat idéologique, à un débat politique sain, si tant il est vrai que c'est de ce monde, pour qu'effectivement le débat public retrouve toute sa pertinence. Moi, je vais aller sur deux bases. Hein. La première, c'est se réapproprier les réseaux sociaux comme étant un outil au service de la démocratie. Et quand je l'ai dit, j'ai même envie de dire au service de la République. Parce que, voyez-vous, le concept d'Infox a été créé en Italie et s'est rapidement généralisé, mais n'avait rien à voir avec la perception camerounaise des réseaux sociaux. Même s'il faut dire que les Camerounais n'inventent pas le fil à couper du beurre. C'est-à-dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est en réalité la manifestation de ce que représente, de ce que vit notre société camerounaise en elle-même.
C'est-à-dire que ce tribalisme-là n'est pas le fait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tout simplement la face visible de l'iceberg. Il faut le dire. L'Infox, quand j'ai pris ce cas-là, c'était pour dire, vous vous rappelez de Benjamin Griveaux, il était maire à la mairie de Paris, je peux me tromper. Candidat. Et il y a eu candidat à la mairie de Paris, et il y a eu une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. On la lui attribuait, c'était une sextape. Et à partir de là, à un moment donné, il a fait une sortie publique pour dire que bon, depuis un certain temps, ma famille est très menacée, mon couple, mon foyer aujourd'hui est instable, mes enfants ne sont plus bien regardés dans leur école. Moi, je me retire dans cette course à la mairie de Paris. Par la suite, certains juristes ont démontré que ce n'était pas lui sur la sextape. Mais c'était bon. C'était bon, l'adversaire avait gagné. C'était une infox. C'est-à-dire que je peux, à la dernière minute d'une élection à venir, montrer que Maître Roland Diéou a emprunté une moto et a refusé de payer le benskiller. Non, je paye toujours. Non, et comparaison n'est pas si mes souvenirs ne me trompent pas, il me semble qu'en 2018, justement, il y a eu des images, des vidéos qui ont donné l'impression que c'était des candidats ou des non-candidats. Qui se partageaient de l'argent par-ci, par-là. Ça fait débat. Voilà, vous voyez. Sauf que chez nous, on a pris la chose du mauvais coin. J'ai par exemple, avant d'entrer dans le deuxième cas, aimé le fait qu'à la fin des émissions de débats télévisés au Cameroun, les présentateurs prennent sur eux l'initiative de faire une photo de famille et de mettre rapidement sur les réseaux sociaux. Parce que l'effet, la bagarre que nous faisons sur le plateau, je l'ai dit, les réseaux sociaux ne sont que... Il faut comprendre quelque chose. Le Cameroun a une particularité. C'est qu'il est l'une des plus vieilles dictatures d'Afrique. Le Cameroun a un président qui est là depuis 39 ans. Et tout le monde, même ceux qui sont, même mon voisin le plus direct, souhaite que nous entrions dans la Troisième République, si je peux... Il ne l'avouera pas. Si je peux copier le modèle français. Il va souhaiter une transition et non une alternance. Donc vous comprenez qu'on s'est donc retrouvé aujourd'hui avec des gens qui ont beaucoup de frustration et qui les ont contenus pendant longtemps. Et le moment était arrivé pour eux d'exploiter cela. Et en une seconde seulement, je vous en prie, pour dire que le deuxième cas auquel je voulais faire allusion, c'était de rappeler simplement que les partis politiques ont leur rôle à jouer. À l'AFP, on est en train de mettre sur pied un cadre donné à la commission de discipline de l'AFP, qui s'appelle la Chambre d'arbitrage et de résolution des litiges, des pouvoirs. Pourquoi? Alors, un deuxième thème. Oui, pourquoi? Parce que dans les statuts des partis politiques, tous les partis politiques, regardez les statuts, vous allez voir une disposition qui prévoit que le militant du parti politique est obligé d'avoir une tenue correcte et d'être un ambassadeur de marque pour le parti politique. Comment on en sort? Mais il faudrait qu'il puisse sanctionner maintenant les dérives de leurs militants sur les réseaux sociaux. En 30 secondes. Écoutez, comment on en sort, c'est... Je ne sais pas si on peut vider la mer avec la cuillère, hein. C'est compliqué parce que vous pouvez avoir la main sur vos militants, mais vous ne pouvez pas avoir la main sur vos sympathisants, qui sont des gens qui sont peut-être derrière vous, mais qui sont totalement libres. Je dis totalement libres. Parce qu'un militant, effectivement, la cellule, le comité de base auquel il appartient, la sous-section, la section à laquelle il appartient, peut se transformer en conseil de discipline et le sanctionner pour des écarts qu'il a commis même sur les réseaux sociaux. Bon, un militant, vous le sanctionnez comment? Vous ne le sanctionnez jamais. Voilà, un sympathisant, vous ne pouvez pas le sanctionner parce qu'en fait, il s'exprime librement. Maintenant, il a sa sensibilité. En fonction de sa sensibilité, il va appuyer son champion et il va essayer de décrédibiliser le champion qu'il considère comme étant le principal challenger du sien. Donc, la question est... La question me semble complexe. On n'en sort pas. On n'en sort pas. En un mot, maître. Oui, je n'aurais pas un seul mot. Je dirais simplement que, d'abord, il ne faut jamais donner l'impression que nous sommes les pires dans l'histoire. Parce que les réseaux sociaux, nous ne les avons pas inventés. Et ce n'est pas sûr qu'ailleurs, dans d'autres pays, parfois
les pays que l'on peut souvent envier, c'est plus doux. Jamais. Donc, je crois qu'il y a certainement un travail de formation à faire, mais c'est vider la mer à la cuillère, peut-être, de croire qu'on aura, à travers les outils de régulation propres aux partis politiques, on pourra régler un problème qui n'est pas un problème propre précisément aux partis politiques, parce que je suis d'accord avec Auréole, dans tous les partis politiques, en tout cas au MRC, il est très clair qu'il y a une conduite, il y a une tenue qu'il faut avoir. Mais ceux qui s'expriment dans les réseaux sociaux, parfois même en soutien, ne se reconnaissent pas militants. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des correspondances qui sont écrites par le président national, il y en a qui viennent quand même en bas faire des commentaires. Je vous respecte, président, mais vraiment, c'est pour vous je ne suis là-bas. pas d'accord ici. Voilà, c'est pour vous là-bas. Il y en a qui assument le fait qu'ils ont pour boussole politique tel ou tel leader, mais assument également le fait qu'ils ont la liberté de choix de leurs outils, de leurs Et en moyens cela, d'action. d'ailleurs, Auréole faisait bien de parler de formation politique. Mais bien entendu. Non, on peut former les militants. Moi, au MRC, Ça, c'est valable pour les militants. je Ce n'est suis pas témoin, valable je suis pour les témoin de sympathisants. plusieurs On en sessions de formation. Mais ça, c'est pour les militants. D'ailleurs, je termine par une image. Quand vous parlez de réseaux sociaux, je crois que nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Je suis dans les réseaux sociaux et j'interagis dans les réseaux sociaux depuis beaucoup d'années, depuis au moins 2015. Mais quand on va dire qu'il y a violence dans les réseaux sociaux, quand on va dire que les militants des partis politiques sont violents, vous n'entendrez jamais qu'on cite vraiment les militants. On va vous donner un tel faux nom, tel faux profil, D'accord, merci. etc. Prof, Et on dira que c'est les gens du MRC simplement parce qu'on a donné la trajectoire ou bien de leur argumentaire. Ils posent le même argumentaire que les militants du RDPC. Simplement. Alors Donc, que du MRC, rien donc, du ne coup, démontre c'est que- le MRC qui a créé des faux profils et C'est qui les a envoyés. ça le souci. Le souci, donc, c'est qu'on ne peut pas Donc, laisser régler ce problème. Comment on en sort? Non, Comme si c'était une affaire simple. En un mot. On en sort difficilement. Sinon, on n'en sort pas. difficilement, Sinon, on n'en sort pas. Parce que même si vous optez pour la discipline, ou vous optez à discipliner les militants, vous n'allez pas tous les discipliner. Parce qu'il y en a toujours, je me rappelle des propos de Célestin Jamel, vous vous rappelez quand le professeur Maurice Kamta a fait l'annonce qu'il n'ira pas aux élections. Il a dit, à un moment donné, qu'il était dans le MRC, mais à un moment donné aussi, il n'était pas d'accord sur un certain nombre de décisions qui étaient prises dans le cadre du parti, où il faisait valoir lui aussi ses opinions et ses idées. Donc ça devient, quand vous avez des militants aussi, ce n'est pas facile, même s'ils sont des militants inconditionnels, il n'est pas toujours facile de pouvoir les gérer quand vous avez des militants qui ont de la trempe, qui ont de la poigne, qui sont intrépides, un peu à la dimension d'un homme comme Célestin Jamel. Donc c'est compliqué tout cela. On peut donc dire que c'est une bataille allant à volo. Hein? Alors, je voudrais sortir par peut-être cet autre commentaire. Il y a un certain Dimitri Simo là, qui me provoque un peu sur notre page Facebook. Quelqu'un me faisait un complément plus haut et il dit non, c'est un partisan qui ne se cache même plus. Il est dans la mangeoire et à ce titre doit faire preuve de partisanité. Il est dans la FECAFOOT. Bon, le commentaire est libre. Mais je vais au moins rétablir un fait. Mon ami Dimitri, je suis rien à la FECAFOOT. Sinon, je ne connais personne dans la FECAFOOT. Si oui, à travers les médias. Donc, votre commentaire ne me semble pas forcément juste. Voilà. On va prendre la transition et on va passer à... Bon, vous gérez ça comment, M. Dipita? Quoi ça? Ce genre de commentaire. Ben, j'ai répondu, j'ai l'avantage. Voilà, j'ai l'avantage. Non, c'est par rapport à votre question. Je veux dire que comment on fait pour que ça n'arrive plus? Ça n'arrive plus. Vous voyez que vous n'êtes plus. Non, mais même, je pense, comme je l'ai fait, je veux dire qu'au moins je donne un élément. Et vous n'êtes pas le seul à recadrer le temps de cas échéant. Voilà. Sauf que vous n'allez pas l'empêcher. Prenons la transition Oui, et mais, revenons oui, regarder mais le film. je pense que si tout le temps on reprend ce qui ne se comporte pas toujours de la façon la plus exemplaire sur les réseaux sociaux, ben, je veux dire, alors eux-mêmes seront plus crédibles et Oui, en tout cas, je présume. Hein. Voilà, En tout il y a cas, en un ce qui peu de concerne- crédibilité. La question de la modération, elle est possible lorsque les groupes sont organisés. Voilà. Si vous avez un groupe sur les réseaux sociaux, généralement, il y a les administrateurs. Bon, à partir du moment où vous avez une charte, effectivement, ceux qui violent la charte, parce que la charte rend souvent licite ou illicite certains comportements, certains propos, ainsi de suite, ceux qui violent la charte peuvent être sanctionnés. D'accord. Mais, bon, qui Le Followers ne prend jamais sanctionne l'autorisation celui qui s'exprime sur sa propre page? Par exemple. Vous allez peut-être simplement signaler à Facebook si ses propos
sont haineux parce que Facebook va prendre 30 jours. Voilà. Mais Facebook a sa propre modération qui ne correspond pas nécessairement à ce que nous on considère ici ils ont leurs propres intérêts. étant de la violence sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on observe, rencontre fraternelle du Sud, le pays organisateur se mobilise, on prend juste la transition et on entame le deuxième point de débat. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on commence ce thème de débat avec une téléspectatrice fidèle, hein, mais qui est également très présente sur les réseaux sociaux. Je pense même qu'elle est cadre du MRC en Europe. Jeanne-Chantal Bellé-Sommet, vous connaissez? Bien sûr. Alors, elle dit ceci. Si Maurice Kamto fait une réunion à l'Ouest, vous allez le traiter de tribaliste. Patrick Rifoué, ça me permet donc d'enchaîner avec vous. Était-ce une réunion tribaliste? Bon, réunion tribaliste, ce n'était... Parce qu'en fait, c'est le fond de ce débat-là. Je veux dire, c'est le sous-entendu quand je vois les... On dit que sous la conduite de Jacques Famen Ndongo, tous les ministres du Sud étaient là-bas, tous les enfants du Sud étaient là-bas, les membres du gouvernement, alors qu'ils sont du gouvernement, je veux dire que ça aurait pu être une réunion interministérielle pour... Donc je repose la question, était-ce une rencontre? Je ne pense pas. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai vu pas mal de reproches qu'on faisait à cette réunion-là, mais c'est la première fois que l'argument tribal est excipé. Je suis un peu surpris parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux d'ailleurs tout à l'heure le docteur Meka, Oui. votre camarade. André Luther. André Luther, j'ai dit docteur, bon, en fait, je corrige rapidement. Bah, il est en thèse, qu'il soutienne sa thèse et il portera la particule. André Luther qui justement a partagé un post que j'ai lu en diagonale qui justifiait, qui disait justement que à ceux qui estiment que c'est une rencontre tribale, que faites-vous souvent dans vos réunions de dimanche, par exemple? C'est un exemple. Donc, quand vous me dites là que c'est la première fois que vous entendez la thèse de tribalisme, je suis un peu surpris. Oui, ça me surprend parce que, bon, la notion de tribalisme a une définition. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait une affirmation suprémaciste ou il y avait une entreprise hégémoniste dans cette rencontre-là. D'accord. C'était une rencontre où des fils et des filles du Sud venaient réfléchir à la situation de leur région et à la manière dont ils peuvent contribuer au développement de ces régions-là. Ce qui semble inédit, de mon point de vue, c'est que ce type de rencontre se soit fait à l'échelle d'une région. Mais il me semble que dans ce pays, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un arrondissement, à l'échelle d'un département, les fils et les filles de divers coins du pays se sont souvent rencontrés pour réfléchir justement au développement de la localité. La notion de comité de développement a émergé ici avec la libéralisation de 1990, c'est-à-dire avec les lois sur la communication sociale. Hein. Est-ce qu'on peut passer Patrick ce qu'on appelle la DSK, par exemple, la dynamique sociale qui est dit, il me semble qu'elle a été créée en 1992, je crois. Donc, ce type de rencontre qui vise à réfléchir au développement d'une région, ça n'a rien de tribaliste. Ce n'est pas apolitique, deuxième chose. À ce titre, d'ailleurs, il me semble qu'une invitation a été faite au MRC qui a décliné sa participation à cette rencontre, mais qui s'est quand même permis, en étant absent, de critiquer le principe. Moi, si j'avais été leur conseil, je leur aurais dit, bon, allez-y, et sur la base de... Bien sûr, c'est pour ça que je dis, si j'avais été votre conseil, je dis heureusement. Allez-y, et sur la base, effectivement, de ce qui se passe là-bas, votre critique éventuelle sera fondée. Mais une critique a priori qui consiste à dénoncer une manifestation à laquelle vous n'avez pas assisté, je veux qu'on me montre des propos qui ont été tenus là-bas. Je veux qu'on me montre des attitudes qui ont été manifestées là-bas et qui sont dangereuses, soit pour le vivre ensemble, soit pour la cohésion sociale, parce que c'est ça l'enjeu. Benjo, vous y voyez une rencontre tribale? La rencontre des fils et filles du village pour parler des questions du village avec les moyens de l'État. C'est ce qui est annoncé. D'abord, mélange de genres sous le haut accord du président de la République tel que c'est annoncé. Chef de l'État. Voilà. Monsieur Famen Ndongo indique que la rencontre fraternelle des fils et filles du Sud. Monsieur Dipita, qu'est-ce qu'il y a de fraternel? Et je veux dire qu'on convoque les termes fraternel et on convoque fils et filles du Sud dans une rencontre sous le haut accord
de M. Biya. C'est clair qu'il s'agit d'une rencontre tout au moins particulière. Je ne veux pas utiliser le gros mot ici. C'est une rencontre particulière parce que ce n'était pas une rencontre à laquelle étaient conviés les fils et filles de l'Ouest. Ce n'était pas une rencontre à laquelle étaient conviés les fils et filles du Nord ou les fils et filles du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Sur la forme, d'abord, et sur le principe, il y a un problème. Personne n'a dit qu'il est interdit de se réunir pour penser au développement d'une région ou de quoi que ce soit. Mais quand on le fait en présentant cela comme une activité politique parrainée, dit-on, par celui qui, même par effraction, est le président de tous les Camerounais, il y a un problème. Il y a également un problème parce qu'il y a des précédents. On se souvient que le cardinal Christian Thomy, paix à son âme, avait souhaité précisément rassembler les fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour débattre de la crise anglophone. Et à l'époque, ce sont les tenants du régime actuel et vos camarades du RDPC qui disaient que cela ne peut pas se faire parce que nous sommes un et indivisibles et que les problèmes qui se passent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest sont les mêmes problèmes qui se passent partout et qu'il n'y a pas lieu d'avoir une réunion particulière pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il n'y a pas lieu d'avoir la conférence générale anglophone, par exemple. Je ne comprends donc pas pourquoi on peut avoir dans un même pays sorti des arguments. Ce n'est pas nous qui disons que c'est une réunion particulière. C'est le régime qui l'a dit quand il parlait de la conférence générale anglophone. Et aujourd'hui, on voit que on peut mobiliser les moyens de l'État parce qu'on a vu des ministres, notamment le ministre des Travaux publics, venir faire un exposé dans une réunion fraternelle des fils et filles du Sud pour leur dire comment son ministère à lui, celui des Travaux publics, peut adresser la question de leur développement du point de vue des infrastructures. Je crois qu'il y a un cadre républicain pour dire ce qu'on veut faire en termes d'infrastructures pour la République. Je crois que c'est à l'Assemblée nationale que ça se fait. On va à l'Assemblée nationale, on déploie son programme infrastructurel pour l'exercice. Donc vous avez du mal à détacher, c'est... Ce n'est pas moi qui ai du mal, M. Dipita. Okay. C'est ce qui est annoncé. Il y a les affiches, il y a des choses qui sont visibles. Et d'ailleurs, il nous est revenu, Dieu merci, les réseaux sociaux existent, quelques extraits des débats qui ont eu cours au cours de ces rencontres fraternelles du Sud. On voit par exemple des prises de parole de personnes qui demandent au ministre, en tant que fils du Sud, qu'il y ait un plus grand appui de leur part pour leur permettre d'avoir pas des affectations dans les... Parce que j'ai entendu dire que quand on est affecté dans certaines parties du Cameroun, c'est perçu comme une punition et que certaines élites d'autres régions se battraient mieux pour que les enfants de ces régions-là ne soient pas affectés là où eux, qui sont par ailleurs, et c'est la vidéo que j'ai vue qui le dit, par ailleurs très actifs dans le RDPC, vous voyez, ils indiquent que l'occasion était la bonne pour que les fils et filles du Sud puissent dire à ceux des leurs qui occupent des positions de pouvoir de faire le maximum possible pour que leur situation s'améliore. Il y a un vrai problème. Et c'est un deux poids deux mesures qu'il n'est pas bon de présenter à l'opinion publique. Ça peut même partir de bonnes intentions. Je veux dire que je ne suis pas de ceux qui, a priori, jettent le bébé avec l'eau du bain. Mais même si ça partait de bonnes intentions, ce dont je doute, il ne faut pas donner vraiment l'impression aux Camerounais qu'on a un pays qui fonctionne à 10 vitesses. Mon propos ne va pas s'éloigner de l'opinion de Maître... Encore deux camarades de parti ce soir. Sur la question. Non, en réalité, parce que je vais juste essayer d'être un peu plus dur avec les mots. Il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, Dieu merci, les réseaux. On a vu le professeur Famendongo bloqué, empêché d'évoluer sur le terrain. Je crois que c'était pendant le renouvellement des organes de base. Et les principales revendications qui étaient faites, les voix qui sortaient de cette vidéo-là, le principal problème qui était posé, c'était l'accès. C'était un problème d'accès, c'était la route. J'ai eu la chance de faire certains villages dans le sud profond.
Et je suis au regret de vous dire, par exemple, que pour le cas de la vallée d'une Thème, quand vous quittez Bitam au Gabon, qui a l'eau, la lumière, le réseau téléphonique, vous tournez ici à votre droite, vous êtes à Ebébéi, en Guinée équatoriale, vous avez l'eau, la lumière, le cimetière, c'est l'un des cimetières les plus beaux du monde et tout le reste. Je ne prends que celui-là pour vous dire à quel point, quand vous entrez à Kiossi, c'est fini. À partir de 18h, ce sont les groupes électrogènes. Donc, la vallée d'une Thème est plongée dans une obscurité qui ne dit pas de nom. Il n'y a pas pour aller à Oulamze, le sous-préfet d'Oulamze n'a pas de route. Il dort chez lui avec le groupe électrogène. Donc, les populations du Sud ont posé un problème à leur ministre. Et le ministre a jugé bon, au sorti de là, de donner une impression. C'est celle d'un gouvernement, parce que vous voyez la photo qui a été utilisée, c'est celle de M. Biya. La pérennisation du pouvoir de M. Biya. Parce qu'en réalité, le REFRAS n'existe pas. Il n'y a pas une association qui s'appelle REFRAS. La REFRAS, la rencontre. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de page Facebook. Il n'y a rien qui, hier, aujourd'hui ou demain, indiquerait que une certaine association, non, c'est pour dire à M. Rifoué, ne confondez pas avec nos associations. Je suis notable babitois, il y a effectivement à Douala une communauté babitois et une réunion des notables à laquelle je participe en tant que SOP. Mais vous participez à cette réunion de REFRAS en qualité de quoi? Si M. Famendongo a organisé cela en tant que chef traditionnel, j'ai envie de lui rappeler que la région du Sud a pas moins de 2 à 3 chefferies de premier degré et plus de 1400 chefferies de troisième degré. Le chiffre peut m'échapper sur les chefferies de deuxième degré, mais je crois que ça doit avoisiner les 300 chefferies de... Donc, en tant que chef traditionnel, si la REFRAS était l'émanation des chefs traditionnels du Sud, je comprendrais. Mais là, on n'aurait pas besoin du très haut accord du chef de l'État. Parce que si on a besoin du très haut accord du chef de l'État et qu'il l'accorde, il faudrait qu'on réveille le cardinal Christian Tchoumi pour qu'il accorde la All Anglophone Conference. Dernière chose sur ce sujet-là, sur ce premier propos, c'est quoi? C'est que quand on sort de cette rencontre, où en réalité c'est un ministre qui a envie de faire bonne figure, j'ai envie de dire que on n'est plus dans la République, on est dans le 2 poids, 2 mesures. Parce que ça s'appelle le repli identitaire. Moi, je vais m'aligner sur les propos. Et Dieu merci, j'ai fait un débat à LTM Télévision avec le docteur Patrick Rifoué, plusieurs débats d'ailleurs, où lui, il avait catégorisé la All Anglophone Conference comme étant vraiment du repli identitaire. Ce sont des revendications communautaires, vraiment. Mais on ne peut donc pas. Parce que j'ai envie de vous rappeler que les problèmes que posent les populations du Sud ont été résumés avec maestria par le docteur Charles Ateba Yéné dans le paradoxe du pays organisateur. D'accord. Mais on ne peut pas donner l'impression aujourd'hui que les sudistes peuvent se regrouper, les gens de l'Ouest ne le peuvent pas, les gens du Nord ne le peuvent pas, leur mémorandum d'ailleurs a été rejeté. Donc, il y a du 2 poids 2 mesures et il faut stopper cela. Avant le docteur Ambroise Joseph Somba, Marc Donald Savant, sur notre page Facebook, dit ceci: les autres ont le droit de se réunir. Pourquoi interdire aux autres de se réunir? Je lis comme ça vient. La communauté a précédé la République. Il n'y a pas de crime que les enfants d'une région se réunissent pour réfléchir sur des questions qui sont de leur région. On a l'association des élites de l'Ouest, nos villages, nos villes sont bondées de foyers. Lorsque vous avez donné un statut spécial à une région qui se dit spéciale, sinon pas la langue, donnez aussi à d'autres régions qui sont inscrites dans le même espace et tant des privilèges. Alors, docteur Somba, on peut dire quoi? Rencontre tribaliste. La question que vous me posez me permet de rebondir. Vous vous rappelez certainement la fermeté, la rigorosité avec laquelle le ministre de l'administration territoriale avait interdit le mouvement 11 millions des nordistes. Absolument. Vous vous rappelez? Absolument. Ça avait fait l'objet de tout un débat et c'était compliqué parce que le ministre interdisait, estimait qu'il s'agissait là d'une association qui devait compromettre pour porter atteinte à l'ordre public. Alors,
M. Dipita, quelle est la lecture que je pourrais aisément faire? Je voudrais tout simplement dire que c'est une sorte de mobilisation stratégique des fils et filles du Sud saupoudrés de quelques membres du gouvernement dans un contexte justement de concurrence communautaire, si vous voulez, de concurrence du développement local. Et ça me permet de faire 4 petites grilles de lecture pour y aller rapidement. Quand vous observez très bien cette réunion dite fraternelle, vous vous rendez compte qu'il y a une volonté manifeste des élites justement d'éteindre les frustrations des populations qui, contre elles, sont mécontentes du fait de leur égoïsme. Première des choses, première grille de lecture. Deuxième grille de lecture, on se rend effectivement compte que les élites se rapprochent de ces populations qui, elles, ont pris conscience du pouvoir qu'elles ont par rapport à leur élite. Parce que vous avez vu, le professeur Chamfam vous dit, le Sud, c'est le socle granitique de l'élection du président. Donc, les populations commencent déjà à comprendre que nous aussi, on a un pouvoir de vous tenir à partir de là. Troisième chose, il n'est pas exclu de l'eau pensée. Vous savez, de plus en plus, on pense à, j'allais dire, un remaniement ministériel ou gouvernemental. Vous voyez donc qu'il y a donc là une nécessité de colmater les brèches, de colmater le vide, du retard du développement. Parce que si, par exemple, un remaniement ministériel ou la nomination d'un gouvernement arrive, les élites du Sud ne sont pas certaines de rester dans des positions ministérielles stratégiques. Par exemple, on n'est plus sûr d'avoir peut-être un Moutazé ministre des Finances. Ça devient compliqué. On n'est plus sûr d'avoir un Fameux Ndongo ministre de l'Enseignement supérieur. Il peut être muté ailleurs. Donc ça va devenir très difficile. Et la quatrième grille de lecture, c'est qu'il s'agit là de ce que j'appellerais une réunion de concertation pour essayer d'identifier, pour l'élite d'essayer, avec la base, d'identifier les projets de développement et de les réaliser. Alors, quand vous regardez très bien tout cela, M. Dipita, au-delà d'un repli qui peut être identitaire, il y a là un sérieux problème, un problème de fond qui se pose dans le développement du Cameroun, de manière générale, pour ne pas particulariser, parce que quand, à Comdé, on pose les problèmes de l'eau, de l'électricité, c'est le même problème qui est posé dans mon village à Bafia. Or, nous sommes coupés, nous sommes traversés par 3 cours d'eau, le Noun, l'Ombam et la Sanaka. Mais on ne peut pas justifier pourquoi on a des coupures d'électricité intempestives. Parfois, on fait 2 semaines sans électricité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire tout simplement que, pour ma part, j'ai stigmatisé sur le plan technique l'utilisation des expressions contenues dans ce communiqué. On dit sur accord du chef de l'État. Or, nous sommes ici dans la dimension institutionnelle où le chef de l'État est l'élu de la nation. Il ne doit pas porter des projets discriminatoires parce qu'il œuvre pour toute la nation. On aurait pu écrire sur accord de son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Là, on sait qu'on s'adresse à un fils du Sud, mais qui occupe une position stratégique comme chef de l'État. Et je veux vous dire, le président de la République, en réalité, ne peut pas se substituer aux membres du gouvernement qui n'ont pas, parce que, à travers la nomination, ces ministres devaient déjà, oui, c'est-à-dire qu'en fait, de manière ouverte, le président leur confère des postes, mais secrètement, il ne peut plus se mettre en avant. Et c'est ce qui justifie que tous ces ministres, donc, qui sont porteurs d'un certain nombre de pouvoirs, devraient développer. Je vais vous dire, monsieur Dipita, moi je suis du Sud, ma maman est d'Abam, à côté du village de Joseph Onavenge. Donc, je suis du Sud, c'est-à-dire que du côté de la mer. Et je dois vous avouer que le Sud est enclavé. On ne peut pas justifier que... Et je vous raconte juste une digression. On a eu le ministre Bija Sangon, qui était de l'éducation. Le feu président Aïdjo lui a conféré, le pouvoir de construire le lycée à Garoua. Alors, plusieurs mois après, quand on annonce l'inauguration du lycée, pendant que le président Aïdjo appelle Sagandora pour aller inaugurer le lycée à Garoua, on lui dit plutôt que le lycée est construit à Bafia. Et ce n'est pas le seul cas. On l'a vu, Feu Adamou Damblé l'a fait. Le plus grand lycée technique, c'est à Fumban. Et vous savez qu'un autre grand lycée technique, c'est à Yabassi, qui étaient des projets destinés du côté de Garoua. Donc ça veut dire quoi? Je reprends ici la boutade d'un des ministres qui disait que quand je suis nommé par décret, oui, je représente le Cameroun, mais je représentais d'abord ma localité. Donc c'est pour dire quoi? S'il y a un citoyen aujourd'hui qui se retourne dans son sépulcre, c'est certainement
Ateba Yene, qui avait déjà d'un sens visionnaire compris qu'il y a un paradoxe parce qu'on ne peut pas imaginer que celui qui a le pouvoir à la tête d'une institution comme le Cameroun, et on voit que la ville qui devait être la plus rayonnante du Cameroun soit la plus délaissée. Alors Patrick, vous allez certainement réagir à tout ce qui a été dit, évidemment, vous avez été interpellé plus d'une fois, mais je vais dire, venons à la question de fond, au-delà de ce problème de forme. Et en cela, on a évidemment une grande pensée à l'endroit de Ateba Yene. Ouais, justement. Justement, le paradoxe du pays organisateur, je veux dire 40 ans de gouvernance, je ne vais pas parler comme les autres, mais pour le Sud, à se retrouver en 2021 avec l'élite, supposons même que, je veux dire que ces personnalités se soient débarrassées de tous leurs titres, rang de ministre, ministre d'État et autres, et qu'elles rentrent effectivement comme des fils de la région faire le point au village, le point du village au village, et se dire, bon, nos enfants, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Et que les fils disent, vraiment, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route, on n'a pas de réseau, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'emploi, vraiment. Est-ce que justement ce n'est pas ce paradoxe-là qui rattrape l'élite du Sud aujourd'hui? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand vous êtes appelé à des hautes fonctions dans la République, c'est pour servir l'État. Ce n'est pour servir ni votre région, ni votre département, ni votre arrondissement, encore moins votre village. Et lorsque je l'ai dit, ce que ça signifie, c'est que les exemples qui ont été pris par Louison sont effectivement les exemples de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous ne devez pas opérer des appropriations ethniques, des appropriations villageoises de projets qui sont des projets nationaux. Moi, je ne conçois pas qu'un ministre détourne un projet destiné à une localité simplement parce qu'il veut faire plaisir à son village. Ce n'est pas ça la conception. Aïe aurait pu construire le lycée Ebono va aussi. Je veux bien. Ce n'est pas cela la conception que moi je me fais. Je me fais de la République. Voilà. Parce que la République, ce n'est pas Bafia si je viens de Bafia. La République, ce n'est pas Bafoussam si je viens de Bafoussam. La République, c'est 475 000 km². La République, c'est 25 millions d'habitants. Donc vous adressez les problèmes là où ils s'opposent avec le plus d'acuité. Effectivement, nous sommes dans un contexte où l'État camerounais, comme tous les États modernes, sont des États modestes. Ce que ça signifie, c'est que nos États aujourd'hui ne peuvent pas tout faire. Et puisque les États ne peuvent pas tout faire, surtout lorsque nous sommes dans des situations comme les nôtres où tout est pratiquement urgent, c'est-à-dire que vous devez apporter de l'eau aux gens, vous devez apporter de l'électricité aux gens, vous devez apporter les routes aux gens, vous devez apporter des infrastructures sanitaires aux gens, vous devez leur garantir la sécurité. Tout est urgent, mais vos moyens ne sont pas illimités. Donc, il est important que les élites, il est important que les diasporas s'investissent et accompagnent l'État justement dans le développement des régions. De ce point de vue, il n'y a aucun scandale à ce qui s'est passé dans à travers ces rencontres. J'ai entendu le développement d'Oriol, mais pardon. Ce qui est inédit et ce qui ne permet pas justement de faire correspondre ça au format traditionnel, c'est que nous sommes à l'échelle d'une région. Les comités de développement de région, ça n'existe pas encore. Généralement, je l'ai indiqué tout à l'heure, on a les comités de développement d'arrondissement, on a les comités de développement de village, et ainsi de suite. Ce qui est inédit ici, c'est l'échelle à laquelle la réflexion se fait. On est sur la région. Or, on avait une échelle plus importante que cela avec la conférence. Je vais y arriver. 11 millions de Nordiques. Dans un cas, c'était 2 régions, dans l'autre, c'était 3 régions. Je vais y arriver. Je vais y arriver, mais donc ce n'est pas si inédit que ça. Je vais y arriver. Non. Inédit. Dans les deux cas, ça ne s'est pas tenu, mais pour des raisons totalement différentes. Je vous ai ajouté, puisque Joël Florent Tchobin dit que c'est une rencontre empreinte de beaucoup de conflits d'intérêts. Donc voilà un autre argument qui rend que le fameux Dongo a couru rapidement pour se mettre en avant, alors que Motazé est derrière, je prends des exemples. Bon, ça, vous savez, on peut faire
toutes sortes d'interprétations. Mais si je prends une région comme l'Ouest, supposez que les élites de l'Ouest décident de se réunir, ou supposons qu'elle l'ait fait il y a 10 ans, c'est-à-dire quand les Fotso Victor, les André Soeng, les Kadji étaient là. Bon, vous imaginez bien que si Soeng se met en avant, on va dire que bon, pourquoi est-ce que Kadji de Fotso était à l'arrière, pourquoi est-ce que ce n'est pas Fotso, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que ce sont... Sauf qu'il n'est pas pourquoi? ministre. Parce que... Oui, je suis d'accord. Il n'a pas demandé le haut accord du chef de l'État. Je veux bien. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que dans ce cas-là, la question du leadership se posera toujours. Moi, ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, les élites fassent chorus en se disant, effectivement, on peut réfléchir ensemble et initier des projets de développement. Je prends un cas très simple. Actuellement, ici à côté à Yabassi, vous avez un projet de micro-barrage qui est en train d'être développé là. Mais ce sont des élites de la région, des élites du département qui sont à la manœuvre pour ce barrage-là. Pourquoi? Parce qu'on a libéralisé le secteur de l'électricité et effectivement, 2 ou 3 élites ou même 50 peuvent se réunir en disant « Nous, on va investir un peu d'argent dans cette infrastructure qui va permettre de totalement électrifier notre département et éventuellement même de vendre le surplus d'électricité qu'on va produire à Enio. » C'est ça la perspective pour demain. C'est pour ça que moi je dis, il n'y a pas de scandale. Maintenant, effectivement, Maître considère que il y a un 2 poids 2 mesures. La première chose, c'est que le gouvernement n'a jamais interdit... Vous-même, vous ne voyez pas ce 2 poids 2 mesures, docteur? Pour le moment, je n'en vois pas. Le gouvernement n'a pas interdit... Vous voyez que je suis plutôt extra-lucide de ce point de vue, parce que je peux voir des choses que vous ne voyez pas. Bah, tant mieux si vous avez Je ne suis pas seul, heureusement. Moi, Sinon, ce serait une histoire de troisième œil. J'ai lu les yeux de ma chèvre, mais comme Joël de Rony, je n'ai pas encore 4 yeux. Les yeux de ma chèvre, peut terminer, allez-y. Donc, il n'y a pas, le gouvernement n'a pas interdit la All Anglophone Conference. Il me semble que le ministre Chiroma avait indiqué, je précise bien, avait indiqué que le gouvernement ne souhaitait pas être associé à cette organisation. Ce qui s'est passé, et ça, je me souviens très bien des propos qui ont été tenus par le porte-parole du collectif à la manœuvre de l'organisation de la All Anglophone Conference. Eux-mêmes, ils avaient décidé de décaler la date de cette manifestation et puis certains membres... Ils attendaient l'autorisation. Non, le gouvernement avait dit, nous ne voulons pas être associés... Le maire de Boya avait formellement dit que cela ne se tiendrait pas dans sa ville. Ça, c'est le maire de Boya. Je parle des... Je m'en tiens au propos... Je vais y arriver, mais je m'en tiens au propos du porte-parole du gouvernement, qui n'est pas le maire, qui n'est pas le défunt maire de Boya, parce que le maire de Boya vous savez également, est décédé. Vous savez également que le cardinal de regrettée mémoire s'est exprimé. Il a clairement dit qu'il avait rencontré, y compris le Premier ministre, qu'il avait parlé, le ministre de l'administration territoriale, pour ces démarches-là. Et puis bon, fatalement, il en est parti. Oui, il avait fait le choix de ne pas passer outre. Non. Parce qu'ils auraient pu. S'ils avaient les mêmes entrées que M. Famendongo, ils auraient... Je ne suis pas sûr qu'ils... Alors laissez Patrick terminer, puis on va à la dernière question. Parce que je m'en tiens aux déclarations officielles. Et dernière chose, il me semble qu'un certain nombre de membres du collectif ont démissionné, certains pour avoir été menacés par les ambazoniens. Donc je pense que ce sont les raisons qui expliquent que cette rencontre ne se soit pas tenue. Pour ce qui concerne 11 millions de nordistes, et il n'y a pas que 11 millions de nordistes, parce qu'à côté de 11 millions de nordistes, vous avez 2 regroupements de ce type qui se sont formés récemment. Vous avez 11 millions de nordistes, vous avez aussi 30 millions de pygmées, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existent à côté. Le problème avec ces organisations, c'est que ce sont des organisations sur une base tribale, mais qui se... Nordiste est une tribu au Cameroun. Laissez-le terminer. Laissez-moi terminer. La notion de tribu est plus complexe que ça. Allez-y rapidement. C'est pour ça qu'on peut considérer l'anglophonie comme un élément ethnique. Mais c'est sur la base. Voilà, c'est sur la base de la langue. Allez-y, terminez. Dans le cas de ces 2 organisations-là, il y a une visée politique, c'est-à-dire qu'on veut mobiliser un groupe ethnique ou plusieurs groupes ethniques, mais pour conquérir le pouvoir. Mais effectivement que ça constitue une menace pour le vivre ensemble. Parce que si vous décidez de dire qu'il faut mobiliser l'Ouest pour la conquête du pouvoir, mais c'est quoi la logique? Alors, question de sortie, qui nous permettra de conclure également l'émission.
Alors, doit-on encourager ce type de rencontre? L'élite se retrouve, se replie, se retrouve, j'ai failli dire au village, pour aborder les questions de développement, du bien-être local. Donc, doit-on les encourager? Doit-on encourager cette forme? Si oui, est-ce que on ne... Je veux dire, on ne flirte pas justement avec les questions de fédéralisme, chacun rentre chez lui. J'ai failli dire aussi, je ne suis pas de sécessionnisme. Je veux dire, est-ce que ce repli-là ne tend pas à davantage éloigner les différents coins de la République les uns des autres? Sinon, que faut-il faire, Dr Assomba? En fait, on ne saurait tirer à Boulérou sur un regroupement qui doit tendre au développement. Parce que, écoutez, si la route à Combe de Kribi est bitumée, ce ne sont pas exclusivement les enfants, les fils et les filles du Sud qui y passeront. Tout le monde va y passer, nous sommes dans une république. Ce qui est peut-être gênant, justement, c'est que dans ce regroupement-là, on voit la nécessité, justement, de se fédérer autour d'une tribu ou d'une ethnie qui peut donc déboucher sur un repli identitaire. C'est ce qui peut gêner. Monsieur Dupita, moi, je pense que ce problème, en fait, soulève un problème plus général, qui est celui des politiques publiques de développement. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la décentralisation, mais elle aurait réglé tout cela. Nous avons les communes, nous avons les régions. Ça permet donc de voir encore la problématique de l'efficacité de la décentralisation au Cameroun. Premier point. Et ça permet également d'interroger les autres techniques managériales de l'État en vue du développement de toutes les localités. Je prends le document de stratégie de croissance et de l'emploi. Vous voyez que voilà un autre moyen qui aurait pu capitaliser le développement et ouvrir le recrutement des postes, procéder à l'ouverture d'emplois. Mais ça, cela a connu une fin funeste. On est passé justement de la DSE à la stratégie nationale de développement. Jusque-là encore, on ne voit pas très bien les résultats palpables. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, on devrait, si les mécanismes d'aménagement de la centralisation, tels que la décentralisation était effective, je pense que ces questions de repli identitaire ne se poseraient pas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai attaqué le communiqué sur le plan formel de la théorie institutionnelle. Parce que le président de la République est l'élu de la nation. C'est le père de la nation, c'est l'élu du peuple. Donc, si on peut procéder à un développement en s'appuyant sur le chef de l'État qui est une institution, qu'on ne le considère pas comme fils du terroir, mais ça cause un problème. Moi, je pense donc qu'il faudrait qu'on repense les politiques publiques de développement, on rend effective la décentralisation. Auréole, dans le même timing, s'il vous plaît. Oui, je pense que quand on dit REFRAS, rencontre fraternelle du Sud, le Sud c'est une région. Et on est sorti, il y a très peu, de l'élection des conseillers régionaux. Il me semble, je veux dire que si on avait dit sur le très haut accord du président du conseil régional du Sud, je comprendrais que la REFRAS se regroupe pour accompagner le conseil régional du Sud. La collectivité territoriale décentralisée qu'on appelle la région. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... Ici, ce qu'on a mis en avant, ce sont les mêmes acteurs politiques. Monsieur Famé Nongo est venu comme un ministre. Il n'est pas venu, il est venu comme un ministre avec derrière on dit un fils du Sud, ça ne veut rien dire. Derrière, il faut faire comprendre que si le RDPC veut continuer avec le jacobinisme qui lui est connu depuis de nombreuses années, ça ne va pas marcher. Parce que je vais vous dire, ce qui est en train de se passer, c'est que les populations ont un même problème depuis de nombreuses années. On l'a tous dit sur le plateau. Tu veux construire une école, on va te dire que c'est Yaoundé qui décide. Et celui de Yaoundé ne maîtrise pas. Or, en réalité, ce type de rencontre permet justement qu'on développe une nouvelle notion à côté du tribalisme, c'est la tribalité. C'est qu'en réalité, on veut résoudre des problèmes à l'échelon communal, départemental, régional. Merci. Mais pour cela, il faudrait qu'on implique des acteurs dans le cadre institutionnel qui sied à ce type d'initiative. Auréole. Pas en politisant, comme ça a été
Le cas avec M. Ndongo. Maître Ndjéou, Oui, moi ce que doit-on y aller, sinon que fait-on? Moi, ce que je dois dire, c'est que, encore une fois, il ne faut pas qu'on fasse le mélange de genres. Parce que je vois des gens qui prétendent que si on est contre les rencontres fraternelles du Sud, Il faut fermer tous les autres foyers. Voilà, il faut fermer tous les autres communautaires foyers. à travers la République. Je crois qu'il ne s'agit pas de la même chose, pas du tout. Et comme C'est quoi la aurait- différence? La différence, c'est que, est-ce que M. Fameux Ndongo a convoqué une réunion des élites du Sud? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Non. Il s'agit d'une rencontre pour résoudre les problèmes du Sud à un moment précis. Est-ce qu'elle s'est tenue hier? Est-ce qu'elle se tiendra après-demain? D'accord, votre mot de conclusion. Est-ce Il reste plus que 3 minutes. habituellement vous avez ce genre de rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas des cadres de rencontre des élites du Sud parce qu'elles sont des élites du Sud? Je suis certain que ça existe. Il y a plein de mouvements, parfois même conclusion. culturels. Les Il y a Sombétis, il y a ici, il y a On a tellement plus de de- choses. on a Il y a plus les beaucoup de temps. associations de chefs traditionnels, il y a tout ça. Donc ça existe déjà. Mais ce cas particulier, c'est une rencontre à la suite. Il y a un contexte. Il y a eu des manifestations, il y a eu des questions qui sont posées sur la table. Moi, je crois que ce que ça pose comme problème, c'est celui de la qualité de nos institutions. Je crois qu'il faudrait, je dois être rapide, avoir des institutions inclusives. Les institutions les plus inclusives possibles. Je suis de ceux qui pensent que, et je suis d'accord avec nos amis du SDF sur cette question-là, je pense que c'est la preuve que pour un développement local efficace et efficient, on devrait peut-être penser à une fédération de 10 régions. Des dirigeants. Peut-être Ah, avec un autre échelon de la décentralisation supplémentaire au niveau des départements, Merci. avec les compétences aujourd'hui reconnues aux régions actuelles, Docteur Ifo collectivités Patrick. territoriales décentralisées, pour permettre aux populations locales d'avoir En aussi bénéficier. bien Merci, l'initiative, merci. je termine s'il vous plaît, Ah, l'initiative de leurs problèmes de développement et aussi des moyens opérationnels Merci. pour agir efficacement. En une sur- minute, Non, mais docteur je Ifo, pense vous que la problématique que cette rencontre pose est une problématique classique, c'est celle de la contribution et de l'accompagnement des élites et des forces, de ce que nous appelons aussi les forces vives, même si je ne sais pas trop ce que signifie ce syntagme, au développement des régions ou des départements. De mon point de vue, c'est une initiative qui est une initiative à saluer à partir du moment où elle s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de réfléchir et de créer un cadre pour accompagner les politiques publiques. Parce que, justement, nous sommes quand même dans une ère où on passe des politiques publiques à l'action publique. Et un des changements majeurs qui fait qu'on passe de politique publique à action publique, c'est que nous avons affaire à une pluralité d'acteurs qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques que nous appelons politiques de développement. Donc, que les élites contribuent, réfléchissent, initient des programmes, essayent même d'influencer l'agenda étatique et apporte une contribution financière, il n'y a là rien de scandaleux. Je pense simplement que c'est la preuve que, effectivement, de ce point de vue, je suis parfaitement d'accord avec Auriol, c'est la preuve que les élites comprennent de Merci. plus en plus qu'il faut être en phase avec les besoins de la base. Merci. Auriol Choumi, docteur Patrick Philippe Rifoué, maître Ndjéou, Roland, et puis docteur Ambroise Somba. Je vous dis merci d'être resté pour contribuer évidemment au débat de ce soir. Je voudrais grandement dire merci également à tous ceux qui ont participé vivement, de façon interactive, à cette émission sur notre page Facebook. On va essayer de maintenir cette habitude-là, échanger, apporter du leur pour comprendre les problématiques qui sont en débat. Mardi prochain, vous aurez une autre édition de Cartes sur table. En attendant, Ouais, on fait bonsoir. l'émission avec ceux qui regardent. Absolument.